Voyons. Voyons, comment ça marche, ça? Ah! Un, deux, un, deux, un, deux. Je l'ai. Bon, bonjour. Mon nom est Richard Adam Gagné et ça a l'air que je vais vous présenter un podcast toute seule ce mois-ci parce que comme vous savez, malheureusement, mon ami Pierre-Luc Espantoso a bien des problèmes. Je sais vraiment pas qu'est-ce que ça va faire. On va essayer de donner quelque chose de pas pire. Hey, donc, wow! oh, Hey, c'est quoi ça? Pierre-Luc? C'est quoi ça? Tu te prends pour l'animateur maintenant, Richard? C'est... Ah ben c'est ça! Donc, je signale que tu es l'analyste, ok? Mais là, en passant avec Anna, s'il te plaît. Tu es l'analyste et moi, je suis l'animateur, ok? C'est pas qu'on a Rock et Belles Oreilles où c'est que t'es gonzo pis des sponsors de 7 ans pis tu fais un bas pis tu dis bon Derek! Donc tu dis tu es l'animateur. Quand je te demande qui suis-je? Alors qui suis-je? Tu es l'animateur. C'est assez clair ça? Oui, C'est assez random ça comme présentation? Ben c'est cool, là, ouais, ça veut dire que t'es là. Ah, ça va être l'air. Tabarouette. Yes! Ben oui, Ah, je suis là. Attends, je vais me pincer là. Aïe! Oh, oui, ça va être l'air que je suis là. Donc, bonne nouvelle, problème est réglé, nous voici officiellement de retour. Oui, après, quand je faisais ça, pour expliquer en gros, c'était quoi qui est arrivé, c'est que les plans ont pas marché comme qu'ils devaient. J'aime pas ça faire des excuses, surtout pas me servir du podcast. Autant servir du podcast pour rabaisser les gens du domaine indépendant de la lutte québécoise en particulier que amener mes problèmes personnels. Mais je crois que quand même que les gens doivent savoir et ont le droit de savoir que première des choses, j'étais supposé d'avoir l'internet à une certaine date. J'ai même payé le technicien à l'avance. Puis là, j'ai payé le technicien à l'avance 6 à 7 semaines plus tôt, pardon. Et le monsieur est venu finalement finalement, parce que l'appel n'a pas été fait, c'était une erreur de la part de mon provideur. Ceux qui ont vu le podcast sur les jeux vidéo savent que j'ai juste eu le net, moi, Pierre-Luc Espantoso, le 9 juillet. Aujourd'hui, on va casser le kayfabe, on va casser le quatrième mur. On est le 13 juillet. Je ne sais pas quand est-ce que ce podcast va être mis en ligne. Dites-vous qu'il va sûrement avoir d'autres podcasts palpitants et passionnants qui vont se faire entre l'enregistrement de celui-ci et quand vous allez l'écouter. Alors, néanmoins, on va quand même y aller old school avec prenez un bon verre d'eau, un bon soda, un bon thé glacé, faites-vous des bons burgers parce qu'on est l'été et bienvenue au podcast de lutte francophone, à débat, à discussion. Bienvenue à Entre les quatre coins du ring. C'est un petit peu trop glorieux ça comme introduction, mais ça reste là. C'est ça qui t'importait. Ok, c'est bon. Donc, aujourd'hui, je vais quand même juste me permettre de dire que nous faisons un petit retour vers l'arrière, comme nous vous avons discuté. On va parler des pay-per-view que nous n'avons pas pu vous redonner des nouvelles depuis notre dernier podcast de type preview/retour sur. Mais en même temps aussi s'arranger pour pas que ça soit trop long parce que faut quand même assumer que la plupart des gens qui nous écoutent ont quand même fait une opinion des événements. Mais là notre but c'est d'arriver puis de vous partager nos opinions suivant ces événements-là et savoir si les vôtres diffèrent ou sont les mêmes que les nôtres. On s'entend, il y a eu beaucoup de choses qui ont brassé, pas juste dans les shows de la WWE. Il y a eu une grosse perte aussi dans le dernier mois. Ouais. Donc, une grosse perte de notre cher Dusty Rhodes, The American Dream. Oui, même si j'avais plus l'internet, on a pu quand même réussi à en parler, puis je t'avais donné la permission. T'avais pas vraiment besoin de ma permission pour parler en mon nom pour rendre hommage à un des plus grands de l'industrie de la lutte. Donc, cette triste mort,
cette triste mort explique l'absence de Stardust et de Goldust depuis ce temps-là. Donc, la dernière apparition de Stardust était justement à Elimination Chamber. En match d'ouverture contre Zack Ryder. Toi, tu veux parler d'Elimination Chamber right away? Ben, c'est le plus loin qu'on peut aller dans ce qu'on n'avait pas parlé. Effectivement, fait que gros, on va parler tu vas parler d'Elimination Chamber parce que moi je peux te résumer ça en le temps de mouvement pratiquement. Ok. Donc, en gros, l'intro du show avait été quand même pas si pire. Zack Ryder contre Stardust, ça avait donné un match ordinaire. Il y avait pas grand chose de spécial qui ont sorti. Non, t'avais l'impression qu'il y avait un manque de chimie assez phénoménal. C'est ça, puis Zack, dernièrement, quand je le vois lutter, j'ai l'impression qu'il se sent juste plus à sa place. On dirait qu'il est plus dedans. Il est écœuré. Il est écœuré de travailler fort, d'avoir une image positive, mais il se fait toujours comme mettre de côté parce que malheureusement, on va dire les vraies affaires. Le charisme de Zack Ryder, c'est pas le meilleur charisme qu'il y a, c'est un charisme très forcé, mais c'est parce qu'au moins, c'est ça le mot-clé, c'est effort. Zack Ryder fait beaucoup d'efforts pour que on ne n'oublie pas, pour ne pas être indifférent. Alors, mais en même temps, à force d'en avoir trop fait dans son cas, puis ça forcément, ça génère un gros stress. C'est quand même des gars qui travaillent 300 jours par année à 300 minimum 300 fois, c'est que ces gens-là, les lutteurs, je parle, ils risquent leur corps pour le public, et ça inclut Zack Ryder. Mais Zack Ryder est quand même connecté avec la foule, mais c'est parce que même ça c'est limité. Si tu remarques Zack Ryder, c'est plus avec la foule de New York, la foule du Vermont qui connecte, le reste il s'en fout de Zack Ryder. C'est juste un clown comme parmi tant d'autres. Qui est injuste. Ouais, ben ils ont forcé beaucoup la donne, ils ont essayé beaucoup de choses avec lui, ils ont carrément fait quelque chose avec John Cena à un moment donné. Puis Kane, ils ont essayé pas mal tout ce qu'ils pouvaient, puis je pense qu'ils ont comme juste fait, ok gars, là, ça donne rien, ça décolle pas assez, puis on passe à un autre appel. C'est ça. Donc, c'est ça. Ce match-là, j'avais noté 6 sur 10. C'était un match, comme je disais, vraiment rien de spécial. Pas de chimie. Non. Mais c'était quand même potable. Ensuite, il y avait eu le segment de Miz TV, le retour de Daniel Bryan, quand il a dû justement parler du fait que c'était vraiment terminé pour lui pour l'instant. Ouais. Donc, qu'on avait quand même eu la dernière apparition jusqu'à maintenant des Meta Powers, qui étaient venus cleaner le ring. J'avais quand même beaucoup apprécié ce segment-là. J'avais donné 8 sur 10. Le segment était vraiment drôle. De Miz qui donne des conseils de beauté à Daniel Bryan. Toute l'équipe, c'était n'importe quoi. C'était quand même. Ouais, mais c'est comme pas mal la carrière de The Miz. Ça aussi, c'est comme n'importe quoi. Je veux dire, honnêtement, The Miz, moi, il m'emmerde. Mais quand on a emmerdé bien des gens, pour moi, The Miz, c'est devenu le nouveau X-Pac. Il est là, pis c'est une coquerelle, tu veux l'écraser, mais comme une coquerelle, tu sais qu'il va survivre anyway. Puis la finale était quand même intéressante avec les 3 lutteurs qui faisaient les taunts à la Hulk Hogan pour faire scander la foule. C'était agréable. Ben oui. Ensuite, le show a officiellement commencé avec la nouveauté d'Elimination Chamber, le Tag Team Chamber. Qui a quand même été une belle réussite, même s'il y a quelques opportunités qui ont été manquées, vu les circonstances que c'était un tag team. Je pense qu'on avait même discuté que c'était un combat que The Ascension ont su quand même bien briller. Oui, puis d'ailleurs, depuis ce Elimination Chamber-là, même si c'est en tant que jobber, on les voit plus à la télévision. Ils ont un certain spot qui avait juste plus avant ça. Comme j'avais prédit le début du match, ça a été justement Ascension contre Lucha Dragons, qui nous ont donné un très beau début de match. C'était vraiment agréable. Ils ont fait un paquet de choses ensemble. Il y avait vraiment des choses super intéressantes. Notre cher... voyons, j'ai un gros blanc sur son nom. Pas Callisto, l'autre, là. C'est une Cara.
C'est ça, Sin Cara qui a fait carrément un Swanton Bomb du haut d'un des pods. Ça, on C'était l'avait vraiment calé. cool. Ça, on l'avait calé, mais ces matchs-là, c'est fait pour ça. J'ai, j'ai, Pas pour rien j'ai, que tu fais ça une fois par année. ouais, j'ai aimé le fait qu'il y avait vraiment New Day au complet dans le pod. C'était vraiment drôle. Avec Xavier Et- Woods qui disait Ah, j'ai la chienne, je suis voyons, claustrophobe. Ouais, c'est ça. C'est pas cool, blablabla. Puis ils ont très bien travaillé. Ils ont fait quelque chose qu'on n'avait Malheureusement. pas vu avant. De carrément, pendant que quelqu'un est sur le pod, de l'agripper puis de le tirer à travers les chaînes. Ils Ouais, ont mais fait ça avec c'est Kalisto. c'est très heal, ça, c'est génial comme spot. C'est ça, mais on n'a jamais vu ça avant dans un Elimination Chamber. C'était Non? bien, c'était imaginatif. Après ça, on a eu l'arrivée de Tyson Kidd et Cesaro. Cesaro qui a juste tout donné, c'était pas incroyable. Son jumping uppercut sur justement Kalisto qui est encore sur le pod. C'était oh my god! Ah, C'était vraiment incroyable. C'est un écran d'athlète, là, Cesaro, là. Oh, vraiment. Il y a plus personne qui peut faire de douter ça, et encore moins Vince McMahon. Ouais, mais est-ce qu'ils vont lui donner son spot? C'est juste ça qu'on Ben, va voir. à ce temps que Tyson Kidd prochain a été blessé dans son combat contre Samoa Joe, c'est malheureux parce que je veux dire, c'est qu'il a fait de mieux, c'est de faire apparaître Cena pour comme de $1 million à $1 milliard dans un Raw récent. Ah, même les deux matchs qu'ils ont eu, c'était vraiment wow. Bon, ben, c'est ça. C'était impressionnant. Pour continuer avec le match du tag team, par après, on a eu l'arrivée de Los Matadores. Là, on a eu vraiment des affaires de fou. On a eu El Torito qui a divé du top du pod où est-ce qu'il était caché depuis le début du match. Ça, c'est drôle, oui, effectivement. C'était vraiment drôle. Après ça, encore quelque chose qu'on n'a jamais vu avant. Ça n'a pas été parfait comme segment. Kalisto qui était clairement pas confortable, mais il a carrément escaladé le toit de la chamber pour se rendre jusqu'au milieu de la cage et se dropper sur les équipes qui étaient dans le ring. C'était ouf! Malheureusement, le spot n'a pas été parfait. Mais il y a quand même, je donne quand même un gros thumbs up pour avoir fait ça. C'est pas n'importe qui aurait pu faire ça. Encore moins un nain, fait qu'écoute, c'est quelque Effectivement. chose. Ouais, parce qu'effectivement, Torito qui a fait la même chose tout de suite après Kalisto. Que lui, justement, Torito, c'est drôle, mais lui, ça a mieux passé. C'est vrai. Ensuite, on a eu la première élimination. C'était Los Matadores. Ensuite, la deuxième élimination, Lucha Dragon. Et ensuite, je regarde mes notes. Cesaro. Et Ascension sont fait éliminer par des primetime players après un gut check. Exactement, oui, c'est vrai, Ascension qui a été éliminé ensuite. Primetime players ont aussi éliminé Tyson Kidd et Cesaro, ce qui m'amène à ça. Je trouve ça très dommage que, malgré la performance majestueuse qu'ont donné Tyson Kidd et Cesaro, il n'ait pas pu éliminer qui que ce soit. Ça, c'est vrai. Cesaro qui nous a offert un autre bijou quand il y avait un des deux primetime players qui était assis sur la troisième corde et qui l'a sauté dans les airs pour réussir un drop kick. Ah, c'est mon gars, ça. J'étais comme wow! En plus d'être fort, en plus d'être technique, il saute comme une sauterelle, c'est n'importe quoi. Il y a une raison pourquoi on l'appelle le Swiss Superman. Mais là, il peut plus utiliser ça parce que Roman Reigns a le Superman Punch. Ouais, effectivement. Ça, c'est très vrai. Après ça, toutes les équipes la dernière équipe New Day est rentrée dans le ring. On a eu droit à quand même un beau segment avec l'espèce de triple souplesse qu'il y avait les deux équipes Primetime et Cesaro Kid qui avaient les trois New Day puis qui ont fait une souplesse simultanée pris en espèce de chaîne. Ouais. C'était quand même agréable ça aussi. Ensuite, justement, Kid a été éliminé avec Cesaro. Le finish a quand même été pas si pire. Il y a vraiment... Le match a quand même été très bien. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a eu beaucoup d'originalité. C'était vraiment agréable.
moi, je donne un 9 sur 10 à ce match-là. C'était pas parfait, mais Mais c'était vraiment très bien. c'était un match très bien travaillé, malgré la nouveauté, malgré le fait que c'était ambitieux. C'était quand même un combat pareil. C'est plus un combat en simple, c'est un combat qui passe de 6 personnes à 12, dans ce cas-là, 13 personnes, 14 avec El Torito. Fait que t'es là, tu te dis, ouais, tu t'attends à ce que ce soit un gros trafic, puis c'est tout sur le trafic. Fait que c'est pour ça que c'est génial. Exact. Donc, gagnant de New Day. Ensuite, on a eu droit aux triples menaces des Divas. Et qui était, je veux le dire tout de suite, c'était affreux comme combat. Je donne ma note tout de suite, 6.5 sur 10. On peut Non, se trouver ça vaut même pas la peine d'en parler, c'est ça, parce que, my God, encore une fois, la WWE ont manqué des opportunités de faire, de fabriquer quelqu'un d'autre, de donner une importance à la division féminine que de dépendre de Total Divas, même si Total Divas fait quasiment des codes qui rivalisent Raw. C'est pas une raison d'arriver et de dire que la lutte féminine c'est une mauvaise blague. Exact. C'est vrai. Fait que bon. Ce qui nous mène maintenant déjà à notre troisième combat de la soirée d'Elimination Chamber. Kevin Owen contre John Cena. Fait que là, tu passes à de la merde et là, tu s'en vas vers un bijou. Bijou, c'était... Je me trouve injuste d'appeler ça un bijou. C'est un diamant raffiné, c'était juste... Oh my God. C'est pas compliqué, j'ai regardé le match 3 fois en espérant trouver quelque chose de... Juste 3 fois en espérant de trouver un point négatif à donner à ce match-là. Et j'arrivais pas à trouver quoi que ce soit à dire de négatif sur ce match-là. Moi, je dis pareil, c'est encore une fois que Kevin Owens, on lui donne carte blanche, alors que si tu donnes carte blanche à d'autres lutteurs, eux aussi auraient fait des belles affaires, mais non, on décide de donner carte blanche à Kevin Owens. Et ils sont vraiment en train de le builder pour être le top heel de la compagnie. Il l'a très bien avec sa nonchalance légendaire. Oui. Il l'a, on peut pas y enlever. Il l'a. Côté heel, c'est juste, son attitude est juste incroyable. On a eu droit, justement, quand il y a eu son match au Japon contre Finn Balor, j'en revenais pas les choses qu'il faisait. J'étais comme, il a pas osé faire ça, là. C'est juste pas incroyable. Je vous laisse aller regarder ce match-là. D'ailleurs, un excellent match entre Finn Balor et Kevin Owens. Que j'ai pour moi-même pas vu, soit dit en passant. Fait qu'apparemment, c'est du matériel de combat de l'année, ça. Oh oui, c'était excellent. C'était vraiment très très bon. En fait, le gala au complet a le potentiel d'être le gala de l'année, honnêtement. Ça paraît que tous les lutteurs se sont donnés A1. On en reparlera au pire plus tard une autre fois. Mm-hmm. Il y a eu un très beau gala au Japon. Donc c'est ça. Owen et Cena, comme je dis, j'ai regardé. Moi je trouvais que le match avait beaucoup des allures justement d'un match dans les indies. Il y avait vraiment des passes qu'on verrait pas habituellement dans ce genre, en fait à la WWE. Dans cet environnement-là, non? Le match c'était précis, c'était pas croyable. Les Owen, comme je dis, a tout donné. Il m'a impressionné, je m'attendais pas à ça de ce gars-là, je l'avais jamais vu faire ça avant. Moi oui. Des aerials en fou, du high flying, il a fait un espèce de 180 moonsault springboard fucké, j'étais comme oui, son jump, son 180 jump moonsault que c'est d'avoir été popularisé par Mark Merrow. Mais on parle de quelque chose d'il y a 20 ans, là, aussi, quasiment. Il y a 20 ans, et un gars qui pesait la moitié du poids d'Owen. Il y avait, ça dépend, je veux dire, en fait, les deux ont le même poids, c'est juste que Mark Merrow avait beaucoup plus de muscles, tandis que Kevin, lui, c'est, à son image, c'est le brawler, c'est le combattant, c'est le je te pète la gueule, puis il a emmené ça à John Cena. Oh, oui, vraiment, là. Je parlais il y a 2 secondes de la nonchalance de Owen. La nonchalance, l'arrogance, tout est poussé au maximum avec ce gars-là, c'est pas croyable. Carrément aller baver Cena en essayant de le battre avec ses propres moves.
Puis vraiment, pas les faire en faisant comme c'est des moves forts, là. Non, non, je vais juste le pitcher en faisant comme tes moves, c'est de la merde. Ce que tu fais, moi, ce que tu fais, je le fais mieux, même tes propres moves. Exact. Owen après ça, qui était dans le coin du ring, je sais pas si tu te rappelles la souplesse. C'était supposé d'être une superplex de Cena sur Owen et finalement Owen qui retourne ça en une espèce de fisherman souplesse de la deuxième corde. J'étais comme, mais voyons donc! C'était vraiment beau. Sérieusement, ce match-là, 10 sur 10. Je peux pas dire d'autre chose que ça. Le match était parfait. Le match était juste pas croyable. Non, c'était le match de la soirée. Oui, c'est clair que c'était le match de la soirée. Il n'y a rien à dire. Puis ça, mais ça va pas sans dire, et ça on va le dire plus tard, que les autres matchs étaient bons. Ou pas bons. Mais justement, parlons-en d'un match pas bon. Dans un certain sens. Désolé, là, je le dis, je le répète, je perds toute objectivité quand on parle de Bo Dallas. Au moins, il a perdu à Neville, il a servi à de quoi? C'est ça, on parle pas juste de Bo Dallas. En plus, on parle de Bo Dallas qui se bat contre Neville, qui est comme celui qui est clairement en train de devenir une star montante, qu'on lui donne le plus de beaux spots possible. D'ailleurs, encore un petit bémol, il s'est battu contre Chris Jericho dans le show au Japon et ça l'a donné un match incroyable. J'étais extrêmement surpris. Peut-être un peu trop d'over pour Chris Jericho, mais quand même. Donc, le match, honnêtement, Bo Dallas, Neville, j'ai rien à dire de spécial. C'était 7 sur 10. Ben, parce qu'il y avait encore une fois, t'avais un manque de chimie, t'avais Neville qui essayait de travailler, puis t'avais Bo Dallas qui avait de l'air perdu. Ouais, on peut-tu dire à Bo Dallas d'arrêter d'utiliser la jupe du ring pour rien? T'as même pas de l'air d'immobiliser ton adversaire ou de quoi que ce soit quand tu y crisses une jupe sur la tête. T'as juste l'air weird. Ouais, c'est ça. C'est un fait. Le seul move vraiment qui m'a fait wow, à part évidemment le Red Arrow. Le Red Arrow, ça, je veux dire, tu peux le voir 40 fois d'affilée puis tu vas encore faire wow. Oui. Le seul beau move qu'il y a eu, c'est le Neville qui est arrivé en courant pour sauter par-dessus la 3 de Bo Dallas qui se tasse et finalement il fait un springboard moonsault de la 3 en bas du ring sur Bo Dallas. C'était vraiment wow. Ça a été, sinon, à part de ça, le match a été vraiment correct. Je voulais faire une joke, je vais la faire. Fallait pareil. Ce match-là, en fait, c'est simple. Je donne 10 sur 10. Pourquoi? À Neville. Ok. Ben oui. 4 sur 10 à Bo Dallas, ce qui fait une moyenne de 7 sur 10. Donc... Alors, mesdames et messieurs, ici au podcast, au podcast Entre quatre coins du ring, nous sommes également forts en statistiques. Effectivement. Ensuite, la grosse déception de la soirée. Oui, hein, c'est mon gars à quel point que même moi qui essaie d'avoir le moins d'attente possible, c'était juste pas bon. On parle présentement du match pour la ceinture intercontinentale. Oui. L'espèce de surprise de marde que le remplaçant de Rusev... C'était Mark Henry. Non! Mark Henry n'est plus intéressant. L'a-t-il déjà été? Je pense que c'est... même en tant que... La gimmick de Sexual Chocolate, c'était celle qui avait le plus de potentiel. Ça a carrément été tué et même sa crédibilité a été tuée, en fait, entièrement à Mark Henry, quand que lui et Mae Young ont fait naître une main. Oh mon Dieu. Ont enfanté une main. Oh. Ça, c'était, c'est quand tué la crédibilité de Mark Henry. C'était une moquerie, même de la lutte, mais bon, ça, c'est peu importe. C'est parce que, comment dire, dans le cas de retrouver un remplaçant pour Rusev, il aurait pu tellement trouver des bien meilleurs candidats que fucking Mark Henry. Quand on était avec fucking Mark Henry, qui était le premier d'ailleurs qui a sorti, fait que l'événement surprise a été un petit peu boboche. Oui, les gens étaient peut-être contents de le voir, mais non, Mark Henry... Non, moi non plus, j'étais ce genre-là, je faisais une série de facepalm jusqu'à ce que j'aille mal et j'ai tellement la tête dure que j'ai toujours pas eu pas mal à ce jour. Alors,
Tu t'es chopé le front. Je me suis chopé le front, c'est ça. Prochain temps, je pense que c'était m'a faire une joke. À mon tour, un peu de mauvais, un peu, cette fois-là, de mauvais goût. M'a faire une blade job, puis m'a me chopé le front pour être sûr que la blade job paraisse. Ouais, c'était plus intéressant que ça que voir Mark Henry. Le seul... Parce qu'il était très off, ceci étant dit. Mark Henry était très très off ce soir-là. Mais le match, en tant que tel, on va le dire. Ça l'a été... Déjà, Mark Henry, ça part mal. Déjà, il arrive dans le ring, c'est comme, OK, fuck, qu'est-ce qu'il fait là? Après ça, genre, sa porte qui brise, puis lui qui est comme... Il est comme, je sors-tu ou je sors pas, là? Ça a tellement mal paru. Il a carrément fait, genre, un move pour sortir, puis là, genre, il retourne tranquille dans son pod, puis là, il fait comme, OK, j'ai le droit de sortir, puis il sort. C'était comme, mais quelle hésitation de merde! Non, mais écoute, c'est un combat. Règle de base d'un combat de lutte. T'es là pour gagner, t'es là pour montrer que t'es là pour gagner. T'avais une opportunité de te battre. Fuck off, rentre dedans, puis... Surtout quand t'es Mark Henry. Ben oui, c'est supposé d'être The Hall of Pain. Tu sais, l'idée qui a été volée de... L'idée qui a été volée de... Comment il s'appelle, pardon, pour le téléphone. L'idée qui a été volée à Brodus Clay. Parce qu'à l'origine, le Hall of Pain, c'était une idée que les Bookers ont demandé à Brodus Clay, écoute, qu'on fasse de quoi avec toi, là, écoute, viens-t'en avec une idée, avec telle idée, puis une idée quelconque, puis on travaille autour de ça. J'ai dit, ben ok, j'ai l'idée que que du Hall of Pain. Ok, pas tout, on va juste le donner à Mark Henry. Non, fuck you. La seule chose qui est arrivée dans ce match-là que j'ai vraiment fait, wow! C'est Sheamus. Je lui donne une grosse étoile pour sa, ouvrir les guillemets, sortie de son pod, fermer les guillemets. C'est-à-dire sa pas sortie du pod, parce que sa porte était, ouvrir les guillemets, bloquée, fermer les guillemets. J'ai adoré ce bout-là. C'était super original. C'était une belle tactique de heel pour pouvoir se garder le plus possible frais et dispo. Puis quand tout le monde est à terre, oh là, let's go, t'attaques l'adversaire. Mais mon Dieu, mais qu'est-ce que ma croix fait là? Ah ben, gadon. Je sais pas. Tu sais, je suis bien, pis j'étais confus. Sérieusement, c'était hot. J'ai vraiment aimé. C'était un beau spot. Moi qui étais comme, je regardais ça pis j'étais comme, sa porte est-tu vraiment bloquée, là? Mais what the fuck? On l'a tous fait ça. Alors pour ça, dis les jeux de caméra. Moi j'étais comme, major fuck up. Puis là, à un moment donné, quand je vois Sheamus qui sourit pis tout, je fais comme, attends, major fuck up? Non, peut-être pas tant que ça, puis qui sort la croix, j'ai fait, wow! You genre bastard, you got us, you bastard. C'était vraiment hot. Ça a été vraiment le seul côté cool, entre guillemets. Ouais. Puis après ça, dans le fond, élimination par dessus élimination. C'est ça, c'était un spot de tête, qui en se parle de quoi, peut-être 2-3 minutes? Oh oui, il est resté pris dans le pod un bon 2-3 minutes certain. L'arbitre à l'extérieur qui avait l'air de donner sa vie pour ouvrir la porte. Qui a pas l'air de savoir quoi faire, puis il faut qu'il y a un autre focaillage. Que en plus de ça, t'avais... Tu sais, t'as la porte de Mark Henry, ça c'était un accident. C'est ça. Mais là t'avais... Heureusement que c'était lui, anyway, qui était le prochain à sortir. Heureusement. Mais je pense que ça aussi c'était forcé, mais ça c'est peu importe, là, je veux dire, rendu là, le match était déjà comme mais. Puis apparemment apparemment original c'était supposé être Sheamus qui était supposé gagner la ceinture intercontinentale. Et là pour avoir un face puis quelqu'un qui se rend guillemets bien chaud avec Daniel, on va dire on va faire gagner Ryback. Qui est pas vraiment une mauvaise décision, mais tu le vois que il s'en met beaucoup des épaules, tu le vois très bien. Tu le vois clairement que t'es pas sûr s'il est tant que ça prêt d'avoir un championnat Ryback. Ben, c'est sa première ceinture, fait que j'étais content pour lui. J'étais quand même surpris, je m'attendais pas à ce qu'il gagne. Non, pendant que c'est Sheamus aussi. Parce que ça aurait fait que ma théorie, depuis que je dis depuis le début, se maintienne. Tu blesses quelqu'un, t'as un push. Surtout quand t'es ami avec Triple H. Oh. Je tombe un bitch à soir.
Je sais pas, c'est peut-être... T'as retenu ta bitcherie durant un mois. Faut bien que ça se vide. Ouais, un mois et demi même. Ouais. Donc, c'est ça. J'étais pas contre, j'étais pas pour. Ryback fait quand même une belle job depuis. Il nous a offert quand même, on en parle plus tard, un beau match contre Big Show. On en parle plus tard. Ensuite, main event. Le main Dean event time, mesdames et Rhodes. messieurs. Seth Rollins. Spoiler, c'est un autre bon match. Ok, je vais faire un spoiler mouillé de bord. Fin de merde! Oh non, moi, au contraire, j'ai aimé la fin. Ah, j'ai détesté! Je C'est hais quand ils font ça! c'est tellement oui, ironiquement, une fin à la style Dusty Rhodes, justement. C'est un Dusty finish, mais réinventé. C'est vraiment été comme le fish and bait. Il donne la ceinture à Dean Ambrose, ce genre-là. Ah, peut-être, mais non. Moi, je regarde le temps, il reste dans, oh non, il va se passer quelque chose. Il va se passer que demain à Raw, ils vont faire en sorte que l'addition soit renversée pour XY raison. Parce que c'est pas le bon arbitre. Bouhou, bouhou. Tu sais, une connerie hypocrite demain. Ben non, ils font là, c'est juste une... Ah, ben là, non, c'est Dean Ambrose qui gagne par disqualification parce que l'arbitre a été frappé par Seth Rollins durant le elbow, parce que dans le combat, pour rappeler, en fait, c'est Dean Ambrose a frappé avec un flying top elbow sur l'arbitre, mais c'est parce que c'est Seth Rollins qui a tassé l'arbitre vers Dean Ambrose pour que lui mange le coup, ce qui a causé la disqualification. Ce qui rend Seth Rollins un peu plus heel, ce qui a quand même permis à Dean Ambrose de faire un test. Est-ce qu'il poignerait comme champion? La réponse était oui. Sans qu'on fasse le test, je sais pas pourquoi ils ont fait un test, mais ça change pas le fait que, oui, là, on a, par le biais du test, oui, Dean Ambrose en tant que champion ou avec une ceinture, ça serait vendeur. Il y a plus de questions maintenant à se poser là-dessus. Oui, mais sérieux, moi, vice-versa, j'ai pas aimé le finish parce que on a vu la même chose arriver 28 000 fois. Oui. Puis d'habitude, il y a pas de disqualification. Le Non. match continue, puis c'est tout. Non, Fait que c'est effectivement. pour ça que ça m'a frustré. J'étais comme de 1, ils nous font une hostie de bête à la marde. Moi, j'étais content que Dean Ambrose gagne. Puis tu nous fais une hostie de connerie de même. Puis en plus, on le voit à sa reprise, là. Oui, il l'a poussé, mais il l'a pas plus poussé que on aurait... Je veux dire, combien de fois Triple H a tiré l'arbitre par le collet quand il est dans le coin pour que ce soit l'arbitre qui se fasse rentrer dedans à la place? J'ai arrêté de compter après 1000 fois, Richard. Ben, c'est ça, pis c'est juste Triple H, là. Je veux dire, come on! Ben, écoute, c'est pas crédible, ça m'énerve. Non, c'est pas crédible, je te l'accorde, mais c'est là pareil, c'est effectivement ces gens-là. Moi, je suis genre là, au lieu de dire, c'est pas crédible, moi, je suis genre là, mais j'achèterai pas ton network WWE. Yeah. C'est juste ça. T'auras pas mon 10$ par jour. Par jour. Tabarouette. C'est seulement. Non. Il y a personne qui le payerait. Non, mais effectivement. Mais peut-être, attention, ça peut peut-être arriver, hein. Peut-être que WWE va peut-être se convertir en EA, puis ils vont faire des... mais pour voir tel autre contenu, paye 10$ pour voir Starcade 85. Même si avant ça, c'était gratuit. Parce que EA le font! Nous, on va le faire. Ouais. Non. 9,99$ ou 11,99$ ici au Canada par mois. Je m'excuse. Mais c'était bien drôle. Ouais, effectivement. Moi, je m'amuse à dire que Rollins a fait un hommage. Il a fait un hommage durant le match à Loki. Avec le Double Fist. En faisant le Warriors Way. Oui, effectivement. Donc, toi, quand je t'en ai parlé, tu m'avais dit, c'est pas Loki, c'est... Je me rappelle plus, là, tu m'as dit un autre nom. Non, c'est Loki, mais quand Kevin Russo puis on dit, ben là, il faut avoir des noms originaux pour avoir des copyrights, blablabla, blablabla. Tu sais, la meilleure façon de fucker une carrière de lutte, là. Ouais. À moins que ce soit sur l'échelle de WWE, là, tu peux te permettre à Kevin Steen s'appeler Kevin Owen. Il est à WWE, il est sur le vrai échelle mondiale. C'est pas comme TNA qui arrive qui dit, ben là, Loki, il faut que tu t'appelles Senshi, puis là, Bobby Roode, faut que tu t'appelles Robert Roode, parce que faut qu'on ait un copyright puis un droit sur ton nom. Puis là, avant ça, je vais revenir à WWE,
Dudley Boys, faut plus que vous utilisez les Dudley Boys, parce que là, nous, on a un copyright sur ça. Ça, c'est quand même, parce que, veux pas, même si Dudley Boys appartient à la WWE, c'est un premier exemple que j'ai énuméré là, dans mon point, c'est que Bubba Ray puis Devon ont quand même eu une petite misère. Il a fallu qu'ils se recréent quasiment à zéro. Parce qu'ils ont utilisé Dudley Boys pendant près une quinzaine, vingtaine d'années. Là, soudainement, ils se font bloquer parce que WWE ont les copyrights sur leur propre nom, qui ont travaillé sur leur nom et leur réputation avant même de rentrer à la WWE. Maintenant, c'est Team 3D. Ah, ça, c'est Team 3D qui a moins de punch. Qui a moins de punch que Dudley Boys. Dudley Boys avait un certain punch intéressant, tu sais, comme les frères malades mentales dans Slapshot. La gimmick était basée sur ça. Alors, mais tu sais, c'était avant ça, si tu veux, moins connu. C'est comme, tu sais, exemple, Seth Rollins. Tu peux t'appeler Seth Rollins. Avant, t'étais Tyler Black. T'étais pas à ECW pendant ce temps-là. Tu peux te permettre de changer de nom. Mais tu sais, Team 3D, t'es de la merde. Low-key, que tu changes dans Senshi. Quand tu payes un billet, tu payes un billet pour voir Low-key. Tu payes pas un billet pour voir Senshi. Parce que tu te dis, Senshi, c'est pas Low-key. Tu sais, c'est un peu comme, tu sais, c'est insultant en bout de ligne, ce genre de méthode-là. Tout ça pour arriver et dire on est original, on va faire du profit, blablabla. À un moment donné, il y a des limites, là. Je dis, regarde, TNA, on en parlait dans d'autres podcasts, on le dit souvent, ce podcast-là, je le sais, mesdames et messieurs. Mais TNA, ça va mal parce qu'il prend des décisions de con comme appeler Low-key Senshi. C'est vrai. Donc, pour finir de parler quand même de Dean contre Seth, le contenu du match était très très bien. Oh, j'ai aimé le Dean Ambrose qui a fait je vais appeler ça comme ça, un sit-down facebuster. Oui. Quand il a pris je sais pas si ça s'appelle vraiment comme ça, moi j'appelle ça de même parce que c'est ça. Il a écrasé la face à Seth Rollins dans le tapis du ring. Fait que puis on a eu droit aussi à la throwing powerbomb à Seth Rollins d'un barricade dehors à la place de dans le coin du ring. Non, Seth Rollins puis Dean Ambrose ont fait un main event. Oh oui. Ils ont... Genre, si c'était pas de Owens contre Cena qui était juste trop, c'était ça le match de la soirée. Là. Le match était vraiment très bon. J'ai quand même donné 8 sur 10, malgré que le match était très bon. Parce que je trouvais quand même qu'il manquait peut-être un petit peu de jus. En sachant qu'il était pour avoir une suite après, c'est comprenable parce qu'il voulait garder du stock pour la suite. Surtout avec le match à échelle qu'on a eu le droit en plus à Money in the Bank. Ouais. Mais tiens, nous sommes rendus à Money in the Bank. Justement. Nous sommes rendus à Money in the Bank? Es-tu sérieux? Ça c'est pas mal ça. Donc... Oh mon Dieu, nous sommes rendus à Money in the Bank. Yup. On parle vite du pre-show. R-Truth contre King Barrett. Rien de spécial, mais divertissant. 7 sur 10. Il n'y a rien d'autre à dire. Ensuite, on commence avec le show normal. Money in the Bank. Mon Dieu, excuse-moi, je suis encore un peu flabbergasté sur le fait que R-Truth vs King Barrett, dont tu as raison, c'était pas... c'était rien de spécial. En plus que R-Truth gagne, puis après ça, il fait comme « Je suis le nouveau King! » Puis que depuis ce temps-là, c'est King What's Up. Non, c'est puissant, mais c'est R-Truth. Il y a le gars, il a passé 40 ans. Il est temps que ce soit, tu sais, dans ces dernières années. Fait que c'est correct de même. Dans le cas de R-Truth. Mais là, comme tu dis... Money in the Bank. Money in the Bank. L'argent dans la banque. L'argent dans la banque. Là, on commence à soirée... Je l'aurais laissé dans la banque, l'argent, avec un match de même. Ah, sacrement. Désolé pour le sacrament, mais c'est ça pareil. Dans le fond, c'est une pseudo match revanche du championnat intercontinental, si on veut. Mais c'est juste que là, t'as Neville, t'as Roman Reigns, que les gens pensaient que c'était le favori. Randy Orton qui était juste pour faire des RKO. Kofi Kingston qui paraît toujours bien dans les ladder matchs de toute façon. King qui est là pour diriger le trafic. Dolph Ziggler qui, comme Kofi Kingston, il est là pour bien paraître dans un ladder match. Et là-dedans, t'as, dans le fond, la bête noire,
qui a gagné le combat. Motherfucking Sheamus. Mais c'est peut-être justement une manière de repayer Sheamus pour avoir accepté de pas prendre la IC belt. Moi, je pense que c'est ça. Ils ont repayé Sheamus de cette manière-là. Non, je regrette. Je m'ai pas encore shooté et crié conspiration, mais je vais quand même dire Christy, Astor, ça paye en Simonac d'être de blesser les lutteurs. Moi, j'ai hâte de voir le push de Samoa Joe rendu là. Ah, ben, parce que. Non, là, je te plains juste parce que présentement, je sais que Joe, il fait du très bon travail. Il fait du très bon travail parce que moi, de ce que je comprends, faut dire que je remarque, faut dire que je suis un petit peu déconnecté depuis le dernier mois, ayant aucun manière de vraiment sérieusement me documenter et tout. Moi, de ce que je comprends, Joe a été un petit peu dans le doghouse. On l'a pas vu tant que ça à NXT, est-ce que je me trompe? En gros, ce qui est arrivé, si on embarque sur le sujet, c'est que Samoa Joe est arrivé à NXT TakeOver Unstoppable, si je ne me trompe. C'est ça, oui. Je peux me tromper de nom, là, parce que les abréviations pour les TakeOver, j'ai connais pas toutes. Mais de moi, c'était Unstoppable. À la fin, dans le fond, en gros, on avait un match pour la belt entre Owen et Zayn, le rematch de quand Zayn a été blessé. Ouais. Zayn, si on peut appeler ça un match, moi j'appelle pas ça un match. Là. C'était bon, mais c'était pas un match. Zayn qui a dominé durant comme 8 minutes, 10 minutes quasiment, que Owen n'a juste rien fait. Là. Owen ne faisait rien. Puis Sami Zayn qui finalement genre arrive à l'extérieur du ring, fait un dive. Puis il arrive pour faire un move à Owen. Puis Owen qui fait juste contrer le move en faisant une powerbomb sur le coin le coin du matelas. Et ça s'est fini là. Le match il n'a pas été plus loin. Non. Mais Samoa Joe qui arrive. C'était quand même intéressant. Bémol, j'haïs sa toune, mais c'est pas grave. Non, c'est ça, oui. Elle est pas bonne sa toune. Genre, ça fait pas Samoa Joe pantoute. Non, vraiment pas. Ça fait très ordinaire, effectivement. Mais moi, je veux qu'on accélère sur le fait que depuis Tyson Kidd, est-ce que Samoa Joe a fait des matchs, qu'il a fait des promos? C'est ça. C'est que après l'accident avec Tyson Kidd, qu'on n'a pas eu plus de détails que ça en réalité. Dans le fond, en gros, quand il est vraiment revenu peut-être 2 semaines après Unstoppable, puis qu'il est venu à LNXT, il était venu encore interrompre Owen, qui était dans un match où il venait justement de faire une autre niaiserie pour se faire disqualifier, ou je sais plus trop, là. Puis Joe qui a comme fait, moi je veux me battre avec toi, puis je suis ici pour me battre avec toi, puis that's it. Puis justement à ce moment-là Owen qui en esti de fraîchier, merde de heel qu'il est, fait comme mais oui, mais tu peux pas avoir un match contre le champion, tu viens d'arriver, faut que tu ailles au bout de la ligne, voyons. Ben voyons donc. Voyons donc. Puis finalement, en gros, la semaine suivante, on a eu un match entre Owen et Joe, pas pour la ceinture. Le match a été très bon. La semaine suivante, dans le fond, il y a eu un tag team match entre les deux. Donc Joe, il est à l'NXT. Là. Il a fait peut-être 2-3 matchs depuis vraiment qu'il est là. Donc ça va quand même assez bien. À date, il donne un très bon show. C'est vraiment bon. Je suis content de le voir comme ça parce qu'à l'NXT, il s'en venait boring. Clairement, il était plus heureux là, parce que là, présentement, il est au top de sa shape. Là. Vraiment, il m'impressionne. Pour revenir au show, on disait, oui, match de marde, MITB. Donc, sérieux, là, le match a été vraiment plus qu'ordinaire. Oui. Oui, parce que même Randy Orton, il était juste là pour faire des RKO, comme je l'ai dit au début. Parce que sinon, il a rien fait. Il a fait fuck all. Il était juste là pour faire... un clinch! Non! Même pas un clinch! Même pas un clinch! Il a fait des RKO à tout le monde essaie de monter l'échelle, puis non, tu redescends en bas, puis tu restes à terre. C'est pas mal ça qui est honorable. Même Neville, il avait l'air handicapé. Roman Reigns, que tout le monde s'attendait à ce qu'il gagne, quand il a monté l'échelle, le monde l'a hué à la planche, alors que... Tu sais... Roman Reigns, j'ai toujours pensé que c'était lui le maillon faible un peu de Shield. Du Shield, merci, parce que lui il avait peut-être la shape, mais tu sais, mais tu sais,
Seth Rollins puis Dean Ambrose, eux, tous les deux avaient le charisme, la mobilité, la psychologie, tu sais, la leur était supérieure à Roman Reigns. Fait que, oui, Roman Reigns, il est pas en tant que tel mauvais, il a un excellent potentiel pour devenir un très très bon main eventer, mais c'est parce que Dean Ambrose puis Seth Rollins ont toujours, dans les éléments, des coches au-dessus de Roman Reigns. Fait que c'est pour ça que les gens eu Roman Reigns, que personne croit en Roman Reigns alors qu'on sait que Dean Ambrose et Seth Rollins l'ont plus que Reigns. Mais là, tu regardes également le Surtout reste. Dean Ambrose est clairement top face présentement. Là. Ouais, fuck la Cena. foule. Ah non, c'est vrai pareil. Sérieusement, je veux dire, Cena, anyway, moi je le compte pas comme un top face. Il est un top face dans ses agissements. Genre, il y a absolument rien de heel dans John Cena. Mais sinon, je veux dire, si on parle vraiment, le vrai favori de la foule, c'est clairement Dean Ambrose. C'est plus assuré de vouloir s'exciter pour Dean Ambrose que de s'exciter pour John Cena. Parce que John Cena, ça fait au-dessus de 10 ans qu'il nous énerve avec ses mêmes niaiseries. Fait que... C'est ça. Fait que, pour faire court, en gros, il y a eu quelques spots intéressants quand même dans le MITB. Il y a eu un très bel enchaînement entre Sheamus et Kofi Kingston. Contre, par-dessus contre. Je pense qu'il y a eu 8 renversements. À peu près, ça c'était un fait. Mais c'était beau. C'était vraiment beau, c'était bien exécuté. C'était Kofi Kingston aussi. C'est ça. Il y a eu ensuite le Monkey Flip de Neville sur Kofi Kingston. Qui est arrivé comme il était supposé d'arriver dans l'échelle, a manqué un petit peu son coup, il est arrivé devant l'échelle debout, puis il a commencé à courir pour monter l'échelle, mais c'était quand même très cool pareil. Oui. Ensuite, il y a eu le petit passage où ce que Rain a fait un powerbomb à Kofi Kingston sur l'échelle, pour ensuite faire un powerbomb à Neville sur Kofi qui était sur l'échelle. C'était quand même pas si pire. C'était intéressant pareil. C'est ça, ça avait des bonnes passes, mais la fin était très, très bouette. J'ai quand même aimé l'intervention de Wyatt. Honnêtement, j'étais content que Wyatt vienne couper Roman Reigns. Parce qu'en plus, ça va vraiment faire une bonne rivalité. Moi, j'ai hâte de les voir à Battleground. Sérieusement, moi, je pense que ça va donner de quoi de bon. Moi, je pense que c'est peut-être le mieux qui pouvait arriver à Wyatt présentement, parce que là, on n'a comme plus d'adversaire à Wyatt. Je pense que c'est pas mal le best. S'il se force, il peut trouver un adversaire à Wyatt. S'il se force, mais ça, c'est notre temps. Ouais, ben, soit. Parce que là, Wyatt non plus, tu peux pas arriver puis donner juste des gros feuds, parce qu'à un moment donné, tu vas te rendre compte que c'est là que tu vas te rendre compte qu'il y aura plus rien à faire avec Wyatt assez rapidement, alors que Wyatt, c'est un excellent atout pour la télévision. Fait que... Parce que Wyatt, le plus gros problème qu'il y a eu, c'est que sa première grosse rivalité, c'était contre Cena. Fait que déjà, genre, il se feud, sa première feud, c'est contre le top. Ouais. Fait que tu peux pas le faire feuder contre quelqu'un de trop bas, genre, t'as vraiment besoin de le faire. Ouais, mais quand t'as pas pour un top ou un mid. Ouais, mais quand t'as pas le choix, qu'est-ce que tu fais? Et moi je me demande encore pourquoi Wyatt a pas une des deux ceintures. Ce serait vraiment ça la meilleure chose à faire, c'est de donner une des deux ceintures. Tu vois, s'il avait pas dit, pour Elimination Chamber, pour la ceinture intercontinentale, s'il avait pas dit que c'est un ancien champion mondial qui va être le remplaçant de Rusev, moi je voulais espérer que là ce soit Wyatt. Peut-être que son pied pouvait pas suivre à ce moment-là encore. Moi, je sais pas. Honnêtement, je pense de plus en plus que le retour de Wyatt contre Ryback a été forcé. Oui. Parce que en réalité, il a pas fait de match avant ce match-là. Non. Après ce match-là, on l'a encore pas vu. On l'a vu apparaître peut-être dans un match contre Roman Reigns, justement, pour essayer de voler le spot dans le Money in the Bank. Mm-hmm. Puis justement, c'est comme la raison pourquoi Wyatt a empêché Roman Reigns de gagner. C'est parce que pour Bray Wyatt, Roman Reigns lui a volé son spot dans le Money in the Bank. Non, c'est ça. Fait que c'est l'idée que j'avais pour... Si tu veux, le combat intercontinental, c'est finalement manifesté au Money in the Bank.
où c'est que Roman Reigns allait gagner. Mais même Wyatt, quand il a fait son apparition puis qu'il tenait Roman Reigns dans le Sister Abigail, les gens capotaient. Les gens capotaient parce qu'ils voyaient Wyatt, et les gens capotaient parce qu'ils se rendaient compte, yes, le gars que la compagnie essaie de nous forcer dans notre gars, puis qu'elle nous étouffer avec, là, il va pas l'avoir la valise. Mais rendu là, je préfère que ce soit lui qui ait la valise que Sheamus. On va voir ce qui va arriver avec Sheamus. C'est ça. Parce que... Et là... Sinon, ouais. Sinon, c'est ça. Il y a eu quelques autres spots intéressants. Mais il manquait clairement de wow et d'utilisation de l'échelle. Oui. Les gens, ils se pensaient... Les gars avaient plus l'air de jouer dans un carré de sable que de jouer comme dans un vrai match d'échelle. Malheureusement. J'ai noté ce match-là 6.5. C'est pas peu dire. J'ai donné moins que R-Truth contre King Barrett. Non, c'est ça. Quand c'est rendu qu'R-Truth et King Barrett, c'est plus intéressant. Mais encore là, R-Truth et King Barrett, ce qui est cool, c'est qu'ils ont une bonne chimie. Mais encore, c'est encore là, une fois de plus. King Barrett peut faire des bons matchs avec n'importe qui. R-Truth, actuellement, c'en est un qui réussit toujours à surprendre. Fait qu'il faut pas s'étonner que les deux puissent livrer la marchandise. C'est juste que dans le cas de R-Truth, comme j'ai dit un peu plus tôt dans le podcast, il commence à se faire vieux, même s'il est encore en fucking forme, le gars. Fait que là, c'est le temps d'utiliser R-Truth avant qu'il prenne sa retraite définitive. Match suivant? Ça va se faire comme avec Money in the Bank. On va en parler 30 secondes, puis on passe l'éponge après. Match ordinaire. Paige sauve la partie. 7 sur 10. Oh mon Dieu, oui. Paige est celle qui a transporté Nikki Bella, qui était pas loin de l'incompétence dans ce combat-là. Et c'est elle la championne. Mm-hmm. Mais tu sais, on parlait il y a quelques mois que Nikki Bella, il serait temps qu'elle capable de la ceinture. Et ben, il y a ce qu'elle aurait dû faire même à Elimination Chamber contre Naomi, mais ça n'a pas été le cas. Puis là, contre Paige, comme tu as dit, vraiment, ça avait aucune raison que Paige reprenne la ceinture pour une troisième fois, parce que qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec Paige avec la ceinture? Peut-être attendre un peu, parce qu'il faudrait pas non plus que Paige ait une autre John Cena. Exact. Sur ironiquement, Miss John Cena, mais ça change pas le fait que parce que Paige a super bien travaillé, mais Nikki Bella a vraiment travaillé en cabochon, le combat était une torture à regarder, pauvre Paige. Effectivement. Honnêtement, là, ouais. Plus je regarde la situation de la manière qu'elle se développe, là, ouais. Plus j'ai le sentiment que on va avoir Nikki championne encore minimum 50 jours. Pourquoi je dis ça? Juste pour tasser le record à AJ Lee. C'est ça, j'ai l'impression qu'il va arriver. Christy, je pense que t'as raison, parce que ce serait tellement dans le genre de WWE d'arriver et de dire, comme j'ai dit un peu plus tôt pour l'utilisation des noms, essayer de fucker les carrières des gens des fois pour arriver et dire, ton record pas spécial que ça, après tout, je vais donner un autre excellent exemple. Brock Lesnar était pendant un temps le plus jeune champion de la WWE. Et il a quitté pour la UFC. Alors, dans le but de s'arranger pour pas justement que Brock Lesnar profite de tout ça, se fasse de l'argent sur ce record pourtant très prestigieux, WWE ont dit, ben, on va donner ça à Randy Orton qui était visiblement pas prêt pour être champion, mais il y a 24 ans, il y a pas 25 ans, il est plus jeune que Brock Lesnar. Fuck you, Brock Lesnar. Randy Orton, c'est le plus jeune champion de WWE de tous les temps. Il a été champion durant un mois dans ce temps-là en plus. C'était clairement pour enlever le record à ça. Ben oui, écoute, puis en plus c'était contre Chris Benoit. Mm-hmm. Ou Sean Alpine, mais nous on va le nommer. Fait que, tu sais, honnêtement, je m'en fous de le nommer. Non, c'est ça. Benoît a fait des contributions à la lutte quand même, c'est important, mais sans ça, même ça serait genre en podcast, ça demeure même à ce jour un sujet très controversé. Le point demeure, Randy était pas prêt, WWE ont plus pensé se protéger eux-mêmes que de faire de quoi être crédible. Exact. Puis moi, je pense, comme je dis, c'est ce qui va arriver avec Nikki. Ouais. Ils vont tasser le record à AJ. J'ai peur que t'aies raison. Moi, je pense fortement que c'est ça qui va arriver. Fait que le prochain combat, à cette heure, qui est Intercontinental title. Big Show contre Ryback.
Toi, t'as dit que t'as aimé, moi, j'ai... Ben, je sais pas, le meilleur match de la soirée. J'ai trouvé ça ben sloppy comme match. Ben, clairement, les gars ont été forcés de travailler sur le fait que The Miz devait absolument être intégré, genre, sans être dans le match. Parce que, sérieusement, le 3/4 du temps, le match tournait autour de The Miz que d'autres choses. C'était un peu ça qui a fait que c'était un chiard à regarder, là, mais bon. Parce que le début du match a été quand même impressionnant, là. Sérieux, Ryback a tout donné direct en partant. Spinebuster sur Big Show. Le sac close line. Il s'en allait faire son finish. Justement, de Miz qui attire l'attention. Puis finalement, ça continue. Le match a pas été trop long. C'était comme correct. Mais comme je dis, la fin était vraiment bof avec justement The Miz qui s'en mêle. Moi, je donne 7 sur 10 au match. Il y avait, comme je dis, à part le début, il y avait peut-être un autre move intéressant. Sinon, c'est tout. Mais, comme je te dis, moi, le match, j'ai juste, dans le fond, trouvé mal booké. Ça avait quand même un bon potentiel parce que Ryback est fort, puis Big Show, c'est le lutteur parfait pour bien faire paraître les hommes forts, justement. C'est vrai. Mais là, on va faire un repeat, si tu veux, du bonbon. Si je peux appeler ça ainsi. Je vais parler, mesdames et messieurs, de John Cena contre Kevin Owens, qui était un autre excellent match. Excellent. Ça n'a pas surpassé le précédent de Elimination Chamber, j'ai trouvé. Mais il y a quand même eu des très belles passes. T'as eu aussi beaucoup de passes similaires dans ce combat-là. Mais c'était un match sinon qui était très bien travaillé. Dans le fond, là, c'est pas compliqué. Pourquoi ce match-là était moins bon? 2 choses. De 1, contrairement au premier match, dans celui-là, il y a eu quelques fuck-up. À savoir l'espèce de sunset flip powerbomb que Cena a voulu faire, que Owen a comme perdu l'équilibre, ils se sont retrouvés dans les cordes, ils ont quand même bien récupéré la chose, mais c'était quand même un fuck-up. Oui. Mais je pense que si tu l'avais pas pointé, je pense que personne ne l'aurait remarqué. Ben, peut-être, en tout cas. Honnêtement, moi, quand j'ai vu ça, j'ai comme fait, ok, non, il vient clairement de perdre l'équilibre. Puis si c'était pas des cordes, genre, il arrête ton batteur, les gars. Non, c'est ça. Ça l'a donné qu'en reculant, il perdait. Genre, Owen, clairement, a fait, ok, non, je perds l'équilibre, je vais essayer de pogner les cordes. Fait que c'est reculé, puis justement, ça l'a donné qu'il a été capable de reculer jusque dans les cordes. Pour après ça, avec son poids, avancer en soulevant, faisant une espèce d'effet de contrepoids pour faire relever Cena, pour que Cena ait un deuxième coup de balancier pour faire son sunset flip powerbomb. C'était bien récupéré, mais c'était quand même un fuck-up. Ouais. Et la deuxième raison pourquoi ce match-là était moins bon, justement, le premier match, c'était fabuleux parce que c'était nouveau. C'était plein de passes qu'on était comme wow, c'était tellement incroyable, c'était wow, Cena a pris ces prises-là, mon Dieu. Ouais, bémol, Cena a quand même mieux pris le cannonball dans le coin dans ce match-là que absolument. Dans Elimination Chamber, j'étais là avec mes amis, j'ai vu comment Cena avait pris le cannonball, j'étais là. Ah non, j'avais un autre quadruple, quintuple, le nombre que tu veux de facepalm. Moi, j'entends ce genre-là. C'est lui qui est supposé être un locker room leader, c'est lui qui est supposé d'être qui était le champion. C'est supposé être lui qui est supposé prendre exemple et, puis il met ses bras, sur le cannonball de Kevin Owens, alors qu'en fait, ayant fait moins attention, il aurait même pu se péter les bras en réalité. Parce qu'il y avait les bras comme croisés. Fait que, tu sais, os sur os, ça fait crack à un moment donné. Il a clairement eu peur. Oh, ouais. Puis durant Money in the Bank, il l'a mieux mangé. Mais en tout cas, tout ça pour dire que l'effet surprise, l'effet wow, l'effet originalité n'y était pas autant. Il y a eu quand même des passes qu'on n'avait pas vues avant, mais il était beaucoup moins. Ce qui fait en sorte que, automatiquement, le match était moins intéressant que le précédent. Pas moins intéressant dans son ensemble.
Sinon, vraiment un très très bon match. C'était encore une fois le match de la soirée. C'est ça qui est le plus ironique, je pense. Ah, pas pour moi. Pour moi, c'est pas mon match de la soirée. Non. Mais c'est facilement des matchs de soirée. Je te dirais qu'effectivement. C'était dans les c'était le deuxième meilleur. C'est pas compliqué. Il était très très bon, mais pour moi, la première place va à un autre match. Ok. Mais on a quand même fait le tour pas mal rapidement sur John Cena versus Kevin Owens. Fait qu'on passe au suivant, mesdames et messieurs, qui est... Attention, juste rappeler, je pense que c'était le... Tag title. C'était le tag title, justement ça. C'était le tag title qui était The New Day. Qui ont fait une bonne promo. Oui. Contre The Primetime Players. C'est ça. Mais partant de là, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Parce que je me dis qu'on va avoir une... Pas pire, en fait, dans ce podcast-là, on a eu plus d'opinions différentes que d'habitude, fait qu'on va essayer de continuer la mode, du moins essayer, je dis bien. Premièrement, un gros WTF. Pourquoi Primetime Player champion? Ouais, voilà. Ok, bon, ça part mal parce qu'on nous sommes tous les deux d'accord. Pourquoi? Parce que Titus O'Neil a été nommé le père de l'année, tu donnes une ceinture, parce que Darren Young il est devenu il est sorti il y a quelques mois, quasiment un an, qui était homosexuel. Honnêtement, là, moi, c'est ça, j'ai pensé sur le coup, j'ai comme fait, on dirait quasiment qu'ils veulent, parce que ça l'a mal paru, justement, le fait que Darren Young s'est fait renvoyer pas très longtemps après qu'il ait déclaré être homosexuel. Fait que, honnêtement, je me suis dit, crime, est-ce que c'est comme une manière de se racheter? Faire comme, gars, on te ramène Darren Young, parce qu'en plus, il vient de revenir, là, ça fait 2-3 mois qu'il est là. À peine. Faire comme, on te ramène, là, il était pas blessé en passant. Mode coupé, là. Il était pas blessé, Darren Young? Ben, moi, de ce que je savais, il avait été renvoyé. Je peux me tromper. Moi, il me semble qu'il était blessé. On va checker ça dans 30 secondes pendant qu'on parle du combat. Parce que, tu sais, en plus, l'équipe Primetime Players, ça fait pas longtemps qu'ils sont venus ensemble, plus soudainement. Ils n'étaient pas venus ensemble. La dernière fois qu'on a vu Darren Young, il était contre Titus O'Neil. C'est un fait. Donc, c'est comme, on sait même pas pourquoi qu'ils reviennent ensemble, là. Pourquoi Titus O'Neil, tout d'un coup, fait comme, je vais aller aider mon ami? Tu sais, le même Titus O'Neil qui disait que Darren Young était le maillon faible, puis tout le kit. C'est comme, il y avait pas de logique dans ça. C'était un rassemblement forcé. C'est pour ça que ça me donne vraiment l'impression la WWE ont voulu se racheter. C'est l'impression que ça m'a donné. Si vous savoir, je confirme ici que Darren Young a été blessé dans un combat contre Fandango et c'était pour un ACL déchiré, un ligament déchiré à son genou gauche. Oh mon Dieu, ok. Mais quand même, je veux dire, même s'il n'a pas été renvoyé puis que c'était une blessure, c'est quand même un retour, une réunion forcée. Je veux dire, il était en rivalité les deux dudes juste avant la blessure. Ça n'a pas de logique que Darren Young voudrait genre accepter l'aide du gars qui l'a martyrisé. En tout cas, moi, j'ai rien compris. Mais c'est mais parce que, tu sais, tu arrives, tu regardes les New Day, puis tu te dis, Christy, il y a encore beaucoup de choses à faire avec ça. Ben oui! Le potentiel était génial, il était monstre. Tu sais, quand tu dis quand tu dis qu'il faut battre le fer pendant qu'il est encore chaud, ben le New Day c'est un fer qui était encore très très chaud, qui était encore besoin de battre et de battre et de battre et de battre. Et tu sais que plus tu bats le fer, mieux ta lame va devenir. Ben c'était ça de New Day et finalement on dit ah non, fuck that. On a ça au Primetime Players juste parce que. Ben honnêtement. Ça a l'air de ça! Ça a l'air de ça! Là, c'est parce qu'on est tellement proche de Battleground que ça a comme. La phrase que je vais dire, a fait, entre guillemets, pas de sens, mais je l'aurais dit si on aurait fait notre retour tout de suite après Money in the Bank. Ouais. Mais, moi, l'impression que ça me donne, là, je regarde ça, là, puis j'ai l'impression que ce qu'ils ont voulu faire, entre guillemets, c'est donner un title ring à Darren Young puis à Titus O'Neil
de manière forcée, en prenant en compte le fait que Kofi Kingston n'était pas aux abords du ring, donc c'était juste 2 contre 2. Ouais. Pour ensuite, à Battleground, redonner la ceinture à New Day, parce que là, ils vont être les 3. Fait que là, ils vont pouvoir jouer leurs cartes comme du monde. Slash, c'est l'impression qui me va. Slash parce que The New Day avait perdu la ceinture à cause de Xavier Woods. Ouais. Parce qu'il traite vraiment effrontément, la WWE traite vraiment effrontément Xavier Woods comme un maillon faible. Pourtant, c'est lui qui a volé le show dans ce match-là. Là. Pourtant. C'est le seul qui a bien paru. Là. Pourtant. Biggie a fait un major fuck-up sur un splash. Oui. C'était archi-laid. Oui. Honnêtement, moi je donnais une mention à Woods. Là. Il a transporté ce match-là autant pour son équipe que pour l'autre équipe. Ouais, ça faut pas oublier ça, mesdames et messieurs, parce que pour une fois, là, genre, depuis le début, je dis que Woods, il est comme pas intéressant depuis qu'il est à la WWE. Mm-hmm. Mais genre, là, il l'a été. Là, on dirait quasiment qu'il a comme fait, gars, ça fait 2 mois que vous me faites jouer le manager, là. Puis là, vous me donnez une chance, là. Mais Simonas, je vais donner mon 110%, puis vous allez voir que je mérite ma place pareil dans le ring. Non, c'est ça. Puis là, à partir de là, il pourrait vraiment jouer sur la Freebird Rule. Non, ce qui serait écœurant. On souhaite que c'est ça qui arrive. Fait que là, on passe à ce que je pense qui est ton match favori de la soirée, qui est également... Je vois, c'est le dernier. Non seulement ça, mais je t'avoue que si c'est pas John Cena vs Kevin Owens, une soirée qui était sinon ultra pénible, t'avais effectivement Dean Ambrose contre Seth Rollins qui ont sauvé le show en entier. Même un peu John Cena et Kevin Owens, quand on a discuté un peu plus tôt. John Cena et Kevin Owens, c'était également un match qui était répétitif. C'est ça, exact. Mais là, t'arrives à Seth Rollins et Dean Ambrose. Si je peux me permettre un commentaire très bold, mais je pense que toi et les gens qui nous écoutent vont être d'accord avec moi. Seth Rollins et Dean Ambrose, c'est le même style que AJ Styles et Christopher Daniels. Ça va toujours donner de quoi de bon entre les deux. À part si c'est Destination X 2012, c'est que AJ Styles fait 4 fuck-up dans le combat. Ben, je veux dire, n'importe quel lutteur peut pas faire que des matchs parfaits. Tout le monde a des soirées moins bonnes. C'est sûr que sur 4, à peu près une centaine, c'est pas 200 affrontements entre Daniels et AJ. Fallait bien qu'il y en ait un qui soit moins bon à un moment donné. Fallait en choisir un. AJ a eu moins de contrôle ce soir-là, c'est tout. Il est juste un peu plus mieux. Ouais, mais il est catholique. Oh, gars. Non, mais je niaise anyway. Ça n'a pas rapport. Mais non, c'est ça. Ça change pas le fait que Seth Rollins vs Dean Ambrose. Non, mais moi, tu vois, je pensais que tu t'en allais vers un autre duo qui ont fait des matchs incroyables et que tous leurs matchs ont été bons. C'est comme dans les années 2000, Austin contre The Rock. Mm-hmm. Match après match après match, c'était bon. C'était toujours bon. Mais ils avaient toujours le moyen de bien travailler ensemble. Oui, mais eux autres sont plus divertissement. Tandis que Rollins puis Ambrose, mais au même niveau que AJ Styles et Christopher Daniels, c'est un peu de tout. Ouais. Alors, parlons-en de Seth Rollins et Dean Ambrose, qui ont été comparés à AJ Styles et Christopher Daniels et The Rock et Austin. Moi, ça m'a fait vraiment rire de voir qu'ils ont eu... C'est peut-être pour ça... Genre, peut-être qu'ils ont comme fait ceux qui s'occupaient les écrivains puis toute l'équipe ont comme fait... Hey, Money in the Bank, genre, utilisez pas trop les échelles. On va laisser ça à eux autres. Parce qu'eux autres, ils ont surutilisé les échelles. C'était incroyable tout ce qu'ils ont fait avec les échelles. Direct en partant le match, Dean Ambrose qui fait une espèce de double underhook suplex. Ouais. Que Seth Rollins a mangé comme un dieu. Il avait l'air de se casser le cou. C'était wow. Sérieux, ce match-là a été juste incroyable. Des clotheslines de fou de la part des deux. Il y a eu des enchaînements vraiment intéressants. Ambrose qui a fait comme il est arrivé pour frapper Seth Rollins. Non, c'est ça. Il est arrivé pour faire une clothesline à Seth Rollins. Seth Rollins qui contre. Mm-hmm. Donc là, Dean Ambrose qui fait comme son catapulte clothesline. On peut-tu dire ça comme ça? Tu parles de Tower of London?
Bah, tu t'appelles ça comme ça, là. Moi, je parle de quand il passe comme entre la 2 puis la 3, puis qu'il utilise la 3 pour rebondir. Puis Tower of London. Tower of London. Bon, ok. Ben, je ne savais point que ça s'appelait comme ça. Donc, qui l'a fait une fois, mais pas juste une fois, qui recule et rebondit une deuxième fois et le fait une deuxième fois de fil. C'était wow! C'était beau! C'était agréable. Ah, parce qu'en fait, dans ce combat-là également, contrairement à John Cena versus Kevin Owens, c'est qu'on voit également des reversals. Ok, je le sais que tu vas me faire ton Tower of London, m'a te contrer ça, mon espèce. Ah, je sais que tu vas me faire telle prise cochonne, m'a te contrer ça, mon espèce de méchant garnement. Ça, et c'était ça, la grande magie, en plus dans un ladder match. En plus dans un ladder match, c'était ça la grande magie de Seth Rollins versus Dean Ambrose dans ce combat-là. Qui, à mon avis, a sauvé le show, mais sinon, le show, c'était de la merde. C'était ordinaire, oui. Rollins qui a passé au travers d'une échelle de manière wow. L'échelle a pas vendu, mais c'est pas grave. Ouais, l'échelle l'échelle a dû être anglaise. Ouais, l'échelle devait être anglaise. Dirty Deed sur la table des annonceurs qui, elles non plus, décident « Ah ouais, tu veux pas vendre l'échelle? Mais moi non plus, je ne vends pas. » Ah, ils ont des égos, les échelles puis les tables à la WWE ont des égos. C'est plus les lutteurs, ce sont les objets qui ont des égos à la WWE, mesdames et messieurs. Hey, je passe à TV, faut pas que je vende. et c'est fut le cas. Rollins qui vire un frenzy, moi je dis ça comme ça, là. Il a viré un frenzy vers la fin du match. Il a décidé qu'il powerbombait Ambrose 28 fois à travers de quasiment chaque coin du ring, chaque coin d'un tablier, let's go partout. Il a fait je sais pas combien de powerbombs. Le dernier d'ailleurs, il l'a vraiment lancé dans le mur, là, puis solide, là. J'étais comme oh, ça devait pas être agréable comme atterrissage. Non, ça devait pas être agréable comme atterrissage, mais Dean Ambrose, c'est ce qu'il fait. C'est ça. Puis vraiment, là, déjà là, tu te dis, OK, Ambrose se relève pas, là, il vient de se manger, 4 powerbombs pis des mâles sales. Seth Rollins qui fait non, c'est pas assez, prend une échelle, la met à terre, fouille en dessous du ring, sort 28 chaises, les met par-dessus l'échelle, puis décide qu'il fait un autre powerbomb dans ce tas de métal-là. Ouais. J'étais comme, oh my god, c'était vraiment pas... Moi, j'étais comme, ok, gars, c'est fini, là. Please, gars, coupez, c'est assez, cut, on remballe, puis c'est réglé. J'étais, wow. Puis là, je vois Seth Rollins qui embarque dans le ring, puis je fais, ok, ben, gars, c'est fini, là, Seth Rollins a gagné. Il monte l'échelle, puis Dean Ambrose qui se relève. Dean Ambrose a passé pour le plus tough des son of mais il y a eu de la misère à se relever, pareil. Oui, mais il fallait qu'il vende un minimum. Il vient de manger une volée sévère. J'espère. S'il serait relevé et piqué au pesto puis qu'il aurait monté l'échelle comme Dolph Ziggler, j'aurais comme fait, ok, non, là, ça marche pas. Là. Non, moi aussi, j'avais perdu du respect pour Dean Ambrose, mais... C'est ça. Je pense que Dean Ambrose fait sa job aussi. Exact. Donc, c'est ça. Ambrose qui se relève, réussit à rembarquer dans le ring. Puis là, Seth Rollins qui le voit puis qui fait comme... Genre, lui-même, il est comme, what? Puis là, il fait comme, ok, gars, je vais fuck off, je vais continuer à monter, puis je vais aller chercher la ceinture. Dean Ambrose qui réussit à se rendre à l'échelle, se relève de peine et de misère en utilisant les barreaux de l'échelle, agrippe la jambe de Seth Rollins, monte jusqu'à Seth Rollins, et puis finalement, la ceinture qui se détache, les deux gars tombent en bas de l'échelle. Ouais. La ceinture qui tombe dans le ring, qui rebondit en quelque sorte. Seth Rollins qui l'attrape. Ouais. Et ça finit comme ça. C'est un bien meilleur finish que quand même que Money in the Bank. Que Elimination Chamber. Oh! C'était un bien meilleur, très bon. C'était un bien meilleur finish. C'est ça. Même pour les ladder matchs en général. C'était un excellent ladder match. On s'entend, les ladder matchs, habituellement, de manière de les finir, il y a deux possibilités. C'est soit que tu garoches l'autre en bas du ring ou whatever, ou vraiment que tu le knock out, puis que tu vas chercher la ceinture. Sinon, c'est un brawl en haut d'une échelle ou quoi que ce soit. Puis la seule fois que j'ai vu quelque chose d'aussi beau, puis d'aussi vraiment nice, c'était Chris Jericho et Shawn Michaels, qui vraiment avaient détaché la ceinture et les deux étaient pendus à chacun à une extrémité de la ceinture. Puis forçaient chacun de leur bord pour comme essayer d'arracher la ceinture de la main de l'autre. Finalement, je pense que c'est Jericho qui avait juste comme
donnait un kick ou quelque chose, puis qu'il avait comme tombé en bas avec la ceinture, ou je sais plus exactement, mais c'est le fun de voir ça. Moi, je trouve ça original à la place de juste faire massacrer un gars puis qu'il se relève pas. Non, ça donne une fin qui donne du push aux deux lutteurs. Donc, c'est vraiment agréable. Match de la soirée, 9.5 sur 10. Je suis d'accord avec toi, c'est effectivement le match de la soirée. Juste suivi de près quand même par John Cena vs Kevin Owens. Je répète, Seth Rollins vs Dean Ambrose, le combat de l'échelle, a quand même été le combat qui a sauvé le show, parce que sinon... Voilà, c'est ça. Ouais. Quand tu dis qu'à part après Owen puis Cena, le meilleur match, c'était le match d'avant le show, là. c'est pas bon signe. C'est vrai pareil. C'est pas bon signe, là. Fait que, tu sais, on s'entend, là. Juste en prenant mes notes, c'est vraiment ça, là. C'est R-Truth puis King Barrett à égalité avec le match Diva. Puis genre, le match Diva, quand même, était une coche en dessous de R-Truth contre Barrett. Ben oui, donc, merci Nikki Bella. Exactement. Donc, sérieusement, effectivement, Money in the Bank a déçu, hormis les deux matchs vraiment qui ont volé le show, sinon Win et le main. Et mesdames et messieurs, croyez-le ou non, on est rendu à Battleground. Et effectivement, on est hardcore de même ici au podcast des Entre quatre coins du ring parce que Battleground est quand même en fin de semaine. Je répète qu'on enregistre présentement le lundi 13 juillet. Battleground est quand même le 19 juillet, qui est ce dimanche. Effectivement. Fait que le devoir nous appelle, mesdames et messieurs. Donc, honnêtement, moi, de la dernière fois, j'ai regardé la carte, il y avait 5 matchs de prévus. Moi, j'en vois 6 devant moi sur le Wikipédia. Oui, parce qu'on utilise Wikipédia, on n'a pas peur de citer nos sources. Mais là, j'aimerais y aller un peu avec l'ordre que les autres se présentent, mais avec quand même une certaine logique. Donc, je vais commencer avec Randy, parce que moi je pense que c'est de toute façon, pour de vrai, le premier combat de la soirée. C'est quoi? Je viens de me contredire, mais c'est pas grave. Moi, je dis que la soirée va ouvrir avec Ryback contre Big Show contre The Miz. Possible. Un match que je m'attends pas à grand chose, honnêtement. Moi non plus, parce que il y a aucun élément qui soit intéressant là-dedans, malheureusement. The Miz, c'est pas juste le fait que The Miz, il va empêcher tout le monde. The Miz, c'est comme Bo Dallas, c'est une espèce de coquerelle que tu te demandes qu'est-ce que tu fais là. Même si c'est vrai que The Miz, c'est une mouche à marde, elle te fait chier, mais il est là pis il survit pareil. En fait, si on comparait la lutte au Pokémon, The Miz et l'évolution de Bo Dallas, c'est pas compliqué. Il est juste un peu plus cool, là. À peine. Fait que toi, tu dis que qui va gagner dans ce combat-là entre Ryback, Big Show et The Miz? Moi, je vais caler que Ryback va gagner. Ce que j'ai peur, c'est que... Moi, je dis qu'il va piner The Miz. Il va arriver de quoi avec Big Show. Il va avoir un knockout quelconque. C'est sûr que c'est pas Big Show donne un punch à The Miz. Ryback, il knockout Big Show. Puis ensuite, Ryback pin The Miz. C'est vraiment pas face. Ça va être avec de quoi qui va être vraiment face, là. Mais en même temps, Ryback, c'est un destructeur, fait que... Ryback, honnêtement, là, ouais. moi, ce que je vois comme finish, c'est mon impression, ouais. C'est que probablement que The Miz va être, parce qu'on sait qu'il fait le sleeper hold de temps en temps. Non, moi, je pense que The Miz va être sur le dos à Big Show, en train de faire le sleeper hold. Ryback va arriver out of nowhere, va lever les deux pour faire son finish. Ça va finir comme ça. C'est très possible. Mais on s'entend les deux pour dire que c'est Ryback qui conserve sa ceinture. Ouais. Ryback conserve sa ceinture. Oh, ben c'est parce qu'il y a pas de raison d'y enlever anyway. Là, je veux dire, pourquoi la donner à The Miz? C'est sûr que si c'est pas Ryback, c'est The Miz. C'est tout. C'est ça, là. Je veux dire, il y aurait pu... Si vraiment c'était pour donner la belt à Big Show, c'est comme, ben pourquoi vous avez pas juste fait revenir Big Show pour le MITB rendu là, qui est justement un ancien World Champion. Ben oui. Puis qu'il aurait pu très bien paraître dans un MITB. Ben c'est ça. Beaucoup mieux que Mark Henry. Beaucoup mieux que Mark Henry. Rendu là, tu lui donnes la ceinture, fait que ça lui fait un beau retour en plus. Donc, c'est ça. Donc, je pense pas que Big Show va gagner. Non. The Miz,
lui-même vient tout juste de revenir de son tournage. En Puis- plus, j'aime pas son nouveau costume, c'est laid, ça a l'air. Non, moi, il m'ennuie, moi, il m'emmène. Moi, en plus, il a perdu beaucoup de shape, et il travaille plus aussi fort qu'avant. Là, Star Miz est vraiment comme, il révèle sa vraie nature. C'est un enfant gâté pourri à l'os. C'est toujours été un enfant gâté pourri à l'os. Puis, La preuve, regarde avec qui sort. ouais, avec une autre enfant gâté pourri à l'os. On va espérer que sa famille nous écoute pas. Je m'en fous comme t'as pas idée, là, regarde. Je veux pas manquer de respect envers Maryse Ouellette. J'ai quand même pour opinion comme quoi que c'est si elle a dit que j'étais un mark pis que c'est juste une gimmick qu'elle joue, moi j'aimerais ça qu'elle m'explique pourquoi que quand je ça, quand je sais qu'elle réussit à jouer la guerre si naturellement, puis si vraiment elle avait une vraie passion pour la lutte, pourquoi qu'elle pas restée dans le fond. C'est sûr que c'est sûr qu'elle s'est fait un nom depuis ce temps-là, puis qu'elle s'est servi de son nom pour faire ses parfums, ses bijoux, puis son linge, which is fine. Mais c'est, encore une fois, c'est beaucoup un principe de je joue avec ce qui est populaire parce que moi-même je suis une fille populaire, puis je suis une petite élite. C'est carrément ça. Puis bémol à ce que tu dis, oui, elle jouait bien la bitch. Mais Sasha Banks la joue mieux. Comment? Sasha Banks la joue... Ouais, mais Sasha Banks la joue mieux. Sasha Banks la joue plus personnage, tandis que t'as quand même une petite gêne chez Maryse qui est de genre, peut-être parce que j'en suis une pour de vrai, puis je veux pas trop, puis je sais que c'est une astuce que les gens n'aiment pas trop, en même temps une forme de simili-conscience derrière ça, regarde, dans tout pour dire qu'on connaît pas la fille, mais on s'en doute. Je sais pas. Personnellement, effectivement, je ne peux pas me fier à sa personne à elle. Non. Personnellement, je connais quelqu'un de sa famille, par contre. Puis ouais, c'est sûr que ça s'appelle Wallet. Mais les gens s'appellent Wallet. Je veux dire, Pierre Carl. Non, mais c'était, en tout cas, de ses dires à lui, c'était sa cousine. Donc, puis le gars, prenait pour Batista, puis il disait que c'était le meilleur lutteur, puis des lutteurs en shape, c'est ça qui est cool. Fait que, évidemment, c'est peut-être un peu pour ça que sa sœur, il l'aimait autant. Hein? Une fille en shape, comme on dit. Donc, anyways, on s'éloigne du sujet. C'est plus intéressant de parler de ça que de parler de Miz, fait que... ou de Big Show, ou de Ryback. Désolé les gars, mais c'est ça pareil. Prochain combat, moi je dis qu'il va arriver, c'est Randy Orton vs Sheamus. Ouais, Randy Orton contre Sheamus, ça va être assez tôt, c'est sûr. Ouais. Moi je pense qu'on va avoir un bon match. Je pense que ça va avoir un très bon potentiel. Moi je trouve que ça va être un bon match. Parce que Orton va être capable de manger la volée que Sheamus va vouloir y donner. Fait que Sheamus va pouvoir se laisser aller. Est-ce que Sheamus va avoir le gars de donner la volée qu'il va vouloir donner à Randy Orton de peur que Orton pète une coche puis Orton dit fuck off toi mon hostie, je te fais mal paraître, parce que Orton il est vraiment très bon là-dedans. Orton quand ça il tente pas de travailler, ouais, mais Orton entre guillemets pourra pas utiliser sa carte pour se backer up s'il fait ça cette fois-là, parce que les deux sont chums avec Triple H. Les deux sont là grâce à Triple H. Fait que si Orton décide qu'il joue pas fair, il pourra pas dire après ça, hey Triple H, genre, voyons, je suis important ici, puis défends-moi, puis non, parce que Sheamus aussi, Triple H il l'aime beaucoup. Donc, sérieusement, moi en tout cas, comme je dis, je m'attends à un bon match, un match rude, un match qui va brasser, tu sais. Ah ouais, ça. C'est sûr, ça va être bon. Puis moi personnellement, je m'attends à une victoire de Sheamus. Moi, tu vois, ouais, ça fait du sens que Sheamus gagne, mais il serait aussi temps que Randy Orton en gagne une. Mais, parce que, tu sais, je veux dire, au même titre que Barrett qui gagne le King of the Ring, mais qui perd ses combats. Je sais que Sheamus a perdu des combats depuis qu'il est devenu Mr. Money in the Bank. Mais, moi, mon humble avis, de mon côté,
c'est que tu dis Orton, il serait temps qu'il en gagne une. Oui, parce que je pense que dans WWE, ils font beaucoup de favoritisme envers Orton, puis ils veulent pas non plus perdre Orton côté valeur, parce que c'est une pour la WWE, Orton c'est une valeur plus sûre que Sheamus. Encore là, c'est peut-être pour ça qu'ils peuvent également se permettre le luxe de dire, regarde, Orton, tu perds cette shot là pour quand tu vas revenir en force, tu parais être plus fort que jamais. Ouais, mais honnêtement, Orton prend beaucoup de vacances dernièrement. Hein? Donc, je sais pas. Moi, personnellement, je sais pas exactement à quoi m'attendre pour le futur d'Orton. Même moi, je pense que, honnêtement, là, depuis qu'il est revenu, c'est lui qui chasse Sheamus. Et on le sait, 3/4 du temps, un heel qui se fait chasser, c'est lui qui va trouver le moyen de devenir gagnant à la fin. Non, c'est vrai. C'est un fait. Donc, moi, je pense que Sheamus va gagner. Mais au moins, ça fait en sorte qu'on a un avis contre. J'ai pas encore donné ma décision, mais juste pour le principe, donc on va dire que Randy Orton va gagner puis surprendre Sheamus, parce que pourquoi pas? C'est moi qui va gagner, c'est pas grave. C'est pas grave! Ce n'est pas grave! Écoute, on est rendu en bas d'une heure 30, puis on a quasiment fini, mais c'est quand même assez intéressant, si je peux le dire moi-même. Moi, je dis que le troisième combat, ça va être Bray Wyatt contre Roman Reigns, qui est le combat qui était le premier combat qui a été signé depuis Money in the Bank. J'aimerais rappeler en passant que entre Money in the Bank et Battleground, pour faire changement, il y a eu 5 semaines pour pouvoir promouvoir les combats. Ouais, non, effectivement. Ça a fait du bien. Oui, c'est ça. Oui. Alors, Bray Wyatt vs Roman Reigns, ça, je pense que c'est un tough call, honnêtement. Jusqu'à maintenant, ouais. J'aime vraiment beaucoup le développement. Ouais, c'est sûr que Bray Wyatt va toujours faire du bon développement juste par son micro et son charisme. Oui, mais c'est pas juste ça. C'est le fait que Bray Wyatt... C'est vraiment drôle à dire, mais il y a une raison pourquoi la foule aime autant Bray Wyatt, et c'est sa transparence. Bray Wyatt a la chance, grâce à sa gimmick, de pouvoir dire la vérité pure et nette et qui fait mal. Et honnêtement, présentement, la gimmick, la rivalité où est-ce qu'elle tourne autour, c'est exactement le reflet de ce que les fans veulent. Non, c'est du bon. You. C'est du bonbon. C'est du fucking bonbon. Oui, mais la phrase est importante. Anyone but you. Je savais même pas qu'il y avait cette phrase-là, mais n'empêche, c'est quand même une phrase puissante. Tu vas sûrement la voir ce soir. Oui. En gros, c'est que à chaque fois que Bray Wyatt tauntait Roman Reigns, puis genre Roman Reigns partait dans les backstage pour essayer de chasser Wyatt. Ouais. La première fois que c'est arrivé, en fait, Roman Reigns est arrivé dans une salle sombre avec la chaise berçante à chaud. Dans le fond, dans la vraiment première fois qu'on les a vus vraiment comme que Wyatt était sur l'écran, Wyatt, en gros, a présenté une photo de Roman Reigns avec sa fille. Oui, je me rappelle de cette partie-là. Et en gros, jouait beaucoup en disant genre, ouais, mais tu sais, ça, c'est une apparence, tu sais. C'est quelque chose que tu veux que les gens voient. Il dit Bray Wyatt, comme je dis, qui est tellement bon pour dire la vérité qui fait mal. Mais c'est quand même vrai que depuis le début, ils ont essayé de vraiment mousser Roman Reigns comme étant un bon papa. Puis ils sont revenus souvent là-dessus. Oui. Donc, ça, par la suite, la deuxième fois qu'on les voit, Bray Wyatt qui est en train de prendre le thé avec une petite table quasiment de poupée. Là. Oui. Puis qui a l'air de parler à la petite fille, à Roman Reigns. Oui. C'est très c'est très Undertaker Mankind-ish, mais avec un très beau, avec une très belle touche personnelle. Exact. Puis vraiment de faire comme, non, papa s'en vient, inquiète-toi pas. Puis là, Roman Reigns qui panique, puis qui rush vers l'arrière. Puis comme je dis, Roman Reigns qui arrive dans une pièce avec la chaise berçante, la petite table toute. Uh-huh. Une cassette, genre, qui joue. C'est Wyatt qui dit ses affaires awkward sur une espèce de... Comme une chanson, quasiment, comme une comptine.
Ouais, il est bon là-dedans. Et puis, sur les murs, plein de photos de Roman Reigns avec les yeux et la bouche découpés. Ouais. Et en plein milieu de la salle, sur le mur, écrit en rouge, quasiment on dirait au sang, « Anyone but you ». Genre, cette phrase-là a deux sens. Ouais. Elle veut dire « Anyone but you », dans le sens que ce que tu montres, ce que tu veux que les gens voient, ce que tu dis, c'est pas toi, c'est pas ce que t'es vraiment. Tu montres une apparence. Une facette. Bien paraître. Une charade. De un. Et dans l'autre sens, comme je disais tout tantôt, c'est le reflet de ce que les fans se disent depuis le début que Roman Reigns s'est fait pousser. Depuis le Rumble. Fait que c'est comme ouch, là. Donc, sérieusement, c'est tellement bon, c'est tellement bien joué. J'adore ça. J'aime vraiment beaucoup. Puis comme je dis, t'as pas eu la chance de voir le développement, mais ce soir, je suis sûr que tu vas avoir la chance de voir ça. Et voir le résumé, c'est pas dimanche prochain qu'on va également voir le résumé des éléments qui mènent à Bray Wyatt versus Roman Reigns. Ça change pas le fait que en plus, c'est deux gars qui se connaissent très bien. Fait que c'est quand même... c'est ça que ça donne de quoi d'excellent selon moi. C'est ça. C'est ce que je pense. Moi, je crois que Bray Wyatt va s'acquérir la victoire. Ben, honnêtement, c'est ce que je pense aussi. Mais il va gagner. Ça sera pas clean. Il va arriver quelque chose à la fin. Genre, les lumières qui vont se fermer. Les lumières vont se rallumer pour que Roman Reigns voit sa fille ou quelque chose. Exactement. Quelque chose qui semble être sa fille. Ça, ou genre, des photos de sa fille. Quelque chose qui pire. va... Genre, pire encore. Ouais. Pour de vrai, sa fille. Ah, mais ça serait cool. Qui revive la gimmick et la feud Sandman vs Raven à ECW quand que le fils de Sandman renie son père. Oh mon dieu. Ça, c'était hardcore. Ça serait beau, mais ça arrivera pas à WWE, malheureusement. Peut-être! Ça dépend quand ils peuvent le faire. Ils n'ont juste pas faire aussi élevé comme qu'ils l'ont fait à ECW. Je sais pas. Ça serait vraiment hot. Je suis totalement d'accord avec toi. Moi, je pense qu'il va arriver quelque chose dans le style, puis que Wyatt va s'acquérir la victoire de cette manière-là, effectivement. Puis je veux dire, rien n'empêche que, vu le développement, la fille de Roman Reigns peut très bien être assise aux abords du ring durant le match. Non, moi, je trouve que ça tuerait le combat si la petite fille était juste aux abords du ring comme ça. T'arrives, tu veux présenter Roman Reigns comme une facette, comme un faux père. Qu'est-ce qu'il y a de plus poignant que d'avoir son enfant faire partie du spectacle puis arriver puis dire c'est vrai, mon père n'est qu'une sale facette puis Bray Wyatt m'a démontré la vérité. Comment avoir plus de sympathie envers Roman Reigns que ça? Là, ce serait plus fuck le fait que Roman Reigns est enfant dans le gorge. Là, ça va être vraiment on a de la sympathie pour Roman Reigns parce qu'on lui a enlevé sa fille. On n'a plus le choix d'avoir de la sympathie pour Roman Reigns. Mais personnellement, une fois de plus, j'essaie d'avoir aucune attente pour pouvoir me permettre de pouvoir apprécier le match pour ce que la WWE, pour apprécier le match selon la vision de la WWE. Après ça, on va débattre la semaine prochaine en disant ouais, ça c'était bon, ah non, ça c'était pourri à l'os. On va voir. Effectivement. Mais on a le même sens là-dedans, victoire de Bray Wyatt. Avec quelque chose de vraiment. Non, faut qu'il y ait un punch, sinon ça serait comme des efforts pour rien finalement. Ben surtout qu'anyway, c'est clair qu'ils vont se battre à SummerSlam. Dans quel type de match? Veux-tu savoir un match à stipulation? Probablement. Ce qui nous mène maintenant à The New Day qui clament leur combat revanche contre The Primetime Players. Là, The New Day, selon la carte, c'est Big E, Kofi Kingston, avec ou sans Xavier Woods. Dans le sens, est-ce qu'ils vont appliquer la règle du Freebird Rules? C'est pas clair. C'est ça. Moi, comme je dis, je l'ai déjà dit tantôt, je me répète, moi je pense que que Primetime Players sont faits de nanana. Puis ça va se finir déjà. Puis que The New Day, justement, vont utiliser le fait qu'ils sont ensemble cette fois-là. Puis que moi, je pense que The New Day va reprendre la ceinture et continuer à travailler sur leur côté heel.
Moi, ce que j'ai peur, et là, je vais te contredire, mesdames et messieurs, marquez une croix sur vos calendriers, et toi aussi, Richard. Moi, j'ai peur que de primetime players conservent la ceinture. Alors, moi, je dis quand même une prédiction pour les primetime players dans ce combat-là. Ça qui est fait avec des combats revanche, surtout quand tu fais un podcast, c'est que ça fait aussi que genre ces trois événements, les mêmes 4 à 5 gars, ils se battent dans les mêmes 3 événements. C'est que t'as plus vraiment rien à dire, t'as plus vraiment rien à développer. Oui, Money in the Bank, c'est parce que t'es avec Xavier Wood au lieu de Kofi Kingston qui faisait équipe avec Big E. Là, oui, à Battleground, c'est pas ça va être les deux ou ça va être les 3 gars des New Day ou justement Kofi Kingston et Big E pour que Xavier Woods devienne le manager pour affronter les primetime players, puis que là, il va y avoir une dynamique différente encore une fois. Ça, je suis d'accord, la dynamique va être différente des 3 combats, mais ça change pas le fait que, malheureusement, le tour, en même temps, a déjà été fait. Exact. C'est ça. Donc, mais c'est quand même bien, on se contredit. C'est agréable. Oui, parce que c'est ça un débat, c'est se contredire, mais sans c'est va chier! Je t'aime pas à face! Toi, de ton appartement à place X, tu pues de la gueule de moi, mon appartement à place Y. Parce que non, il ne faut pas dire d'où nous sommes, mesdames et messieurs. Ce n'est pas très professionnel. Faut surtout pas le dire qu'on vient de Repentigny. Ah, fuck! Ah, puis moi qui viens de Saint-Hyacinthe. Avec ce que je viens de faire là, moi. Non, voilà. Donc... J'aimerais dire que ce sont 2 belles villes, soit dit en passant. Effectivement. Alors, ce segment était autant du n'importe quoi que le match dont on vient de parler. La suite. La suite, ça va être ce qui, selon moi, va être le chapitre final, ou peut-être pas. Kevin Owens contre John Cena, cette fois-là pour la ceinture que Kevin Owens a lui-même dénigré, la ceinture des États-Unis. Ouais, puis je rappelle que Owens n'a pas le choix de gagner, car maintenant il ne veut pas juste enlever la ceinture à Cena pour lui faire mal. Il a besoin de la ceinture. Car, spoilers, il n'est plus champion NXT. Je pense que rendu là, le monde qui ont vu Beast in the East savent que Kevin Owens a perdu sa ceinture contre un champion méritant, n'est-ce pas? En Finn Balor. Hein? Champion méritant. Répétez après moi. Champion méritant égale Finn Balor. On dirait que tu es en train de faire une dictée. Oui, on dirait ça effectivement. Alors, prenez vos crayons. Prenez vos crayons, chers élèves, hein? Oui, à la maison. Oui, vous aussi à la maison. Et écrivez-moi 100 fois champion méritant égale Finn Balor. Puis là, le égal, là, c'est pas les 2 barres, là, non. C'est égal le mot complet. Ça. Et E accent aigu, G-A-L-E. C'est ça. C'est pas au pluriel. N'importe quoi. Mais bref, ça change pas le fait que Kevin Owens contre John Cena, ça risque encore d'être un classique. Ça risque encore d'être... Mais là, faut qu'il arrive avec de quoi de nouveau. Faut qu'il arrive avec de quoi de... Faut qu'il innove pour pas que ça ressemble trop aux 2 autres. Ou sinon, c'est de la grosse psychologie puis qu'il y ait un punch à la fin, sauf que t'as Kevin Owens qui... C'est dur par décision selon moi, parce que t'as Kevin Owens qui aussi est en feud contre Samoa Joe. Ouais. Sauf qu'on sait que Samoa Joe risque de faire le saut rapidement à la WWE parce que jusqu'à maintenant, Vince McMahon et Triple H aiment beaucoup Samoa Joe. C'est pas pire ça, parce qu'il y a quelques années, les deux ne pouvaient pas s'en faire Joe. Effectivement, mais honnêtement, on s'entend là. Si c'était pas des ventes monstres du matériel de Samoa Joe, peut-être que ça serait pas la même chose. Non, mais ça c'est sûr. Samoa Joe, dès la première semaine de vente, a dépassé John Cena. Oh. Donc, c'est comme... je sais pas si c'est encore ça aujourd'hui, mais à son arrivée, Samoa Joe vendait plus que Cena. Oh, wow. Donc, c'est clair que Vince McMahon l'aimait. Il sentait le cash. Ben oui. Puis Triple H a toujours été le gars qui aime les gars stiff. Donc, automatiquement, il aime un gars comme Samoa Joe. Donc, pour ce qui est du match, moi, ce qui m'énerve, puis que c'est ce qui rend difficile le choix, c'est que c'est clair qu'il va y avoir un match entre les deux à SummerSlam.
Parce que sinon, tu mets qui contre qui, je veux dire, cette rivalité-là a pas le choix de se terminer à SummerSlam. Et avec une stipulation spéciale ou quoi que ce soit. Moi, je vais te dire ce que je pense qui va arriver. Ouais. Moi, je pense que Owen va gagner la ceinture. Toi aussi? Merde! Probablement d'une manière cheap ou quoi que ce soit. Cena qui va réclamer un rematch. Encore une fois. Puis Owen qui va faire tu le mérites pas ton rematch, puis nanana. Puis faire OK, je vais te donner le rematch, mais à une condition. Si tu perds, tu n'as pas le droit d'être dans le title picture pour 1 an ou quelque chose comme ça, ou tu dois partir. Quelque chose dans le style. Puis, moi, c'est ce que je pense qu'il va arriver à SummerSlam. Ça va être une stipulation dans le style. Parce que Owen veut faire disparaître Cena. Oui. Donc, soit que c'est une stipulation, Cena n'a pas le droit d'être champion durant tant de temps, ou, ce qui est le fun, parce que ça distancerait encore une fois Cena du World Title, oui, pour pas qu'il ait sa 16e victoire trop rapidement. Non, c'est ça. Et ça ferait vraiment rajouter un côté heel à Owen de fou, là. Ce serait wow. Fait que moi aussi, je dis que Kevin Owens va gagner la ceinture US juste pour... Finalement, j'imagine que ça sera pas une trilogie, mais une quadrilogie qui va se conclure à SummerSlam. Moi, j'ai pensé que ça pourrait être le dernier match entre Kevin Owens et John Cena, mais bon. Ça pourrait. Ce que tu dis fait du sens. Ça serait logique. Ce que tu dis fait du sens. C'est que... Ben, c'est ça. Mais dans la logique des choses, actuellement, c'est des trilogies. Ou il y a eu genre quand il y a 4 matchs, c'est parce qu'il y a eu un match à quelque part qui s'est fini en DQ ou qui s'est fini tout croche. Donc, à moins que ce match-là se finisse en DQ, puis que justement, à ce moment-là, Owen profite du DQ en faisant comme ben, on va se rebattre à SummerSlam dans une stipulation. C'est les deux scénarios possibles. Mais moi, je pense que... oui, ils peuvent le surprendre. Ouais, effectivement. Mais moi, je pense qu'Owens va gagner la ceinture. Et moi aussi, je pense que Owen va gagner la ceinture. Damn Ned. On a encore une fois une prédiction similaire. Mais bon, c'est pas pire, on a quand même une contradiction entre Randy Orton puis Sheamus puis The New Day Primetime Players. Et peut-être qu'on va avoir une troisième avec Seth Rollins versus Brock Lesnar. Le fameux retour de Brock Lesnar. Ah, pitié. Il donne un beau show depuis son retour. Il donne un beau show grâce à Paul Heyman. Il donne pas un beau show par lui-même. Il est incapable de donner un beau show par lui-même. T'as-tu vu le dernier Raw? Ça, je l'avoue. J'ai pas vu aucun Raw depuis, dans le fond, juin. Jusqu'à récemment. Mais même pas. Ce soir, c'est le premier Raw que je vais écouter. Parce que dans le fond, c'est ça. Est-ce que t'as vu le segment d'une manière ou d'une autre de Brock Lesnar du dernier Raw? Non, je suis au courant qu'il a pété la Cadillac de J&J, mais beyond that... c'est un petit terme pour dire la destruction incroyable de cette Cadillac-là. Il restait pas grand-chose. Il a malheureusement blessé un fan en lançant la porte. Naturellement, je veux dire, c'est Brock Lesnar, il a le droit de faire ce qu'il veut, hein. Ben, honnêtement, je pense qu'il pensait pas tout simplement que la porte elle se défrait en morceaux en plein vol, puis que genre la porte se rendrait aussi loin. Là. Depuis quand Brock Lesnar pense? Ça me semble que c'est... T'as Sable qui pense pour lui à la maison, pis t'as Paul Heyman qui pense pour lui à WWE. Puis quand il son contrat avec Vince McMahon, c'est moi vouloir plus d'argent. Ben écoute, faut que tu fasses des efforts pour avoir de l'argent. Non, moi vouloir plus d'argent en faisant encore moins rien qu'avant. Puis là, les deux se chamaient comme des enfants de cours d'école. Parce que oui, c'est ça qui est arrivé un soir de Raw, c'est que Lesnar a juste décidé de crisser son camp parce qu'il était pas d'accord avec le fait que ben il faut que tu travailles pour ton argent, mon petit Brocky. Ouais. Moi, je veux faire un petit bémol à ce que tu as dit quand tu disais Sable pense pour lui à la maison. Moi, je dirais plus les boules pensent pour lui à la maison. Parce que quand il arrive à la maison, il est hypnotisé.
Oh, oui, ma belle. Oui. Mais encore là, une fois, si Brock Lesnar, il aime les Cougars, c'est son problème. Mais en tout cas, vas-y donc, je vais te laisser commencer pour cette fois-là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, dis-toi qu'est-ce que t'as ta prédiction pour le match entre Lesnar. Moi, je dis que c'est un bon match. Encore une fois, le Brock Lesnar qui va être essoufflé au bout de 2 minutes. Tu vas voir un gros sueur et tu vas voir super lent. Et tu vas voir Seth Rollins avoir de la misère à essayer de faire un bon match avec quelqu'un qui c'est dur de faire un bon match pour commencer point final, même s'il n'aime pas qu'on n'a pas été capable. Moi, je veux quand même dire que en tout et partout, c'est Seth Rollins qui garde la ceinture parce qu'il faut qu'il garde la ceinture. Faut pas garder Lesnar d'aucune manière. Tu vois, même que de New Day, mais encore mieux. Seth Rollins, c'est encore un fer qui a encore besoin d'être battu. Honnêtement, si la WWE savent ce qu'ils font, puis pour Seth Rollins, ils savent se diriger vers ça, ils peuvent faire des milliards parce que Seth Rollins, il y a un excellent mélange entre old school puis new school en ce qui concerne comment performer un heel. Mon problème avec cette prédiction-là, qu'est-ce qu'on fait avec Lesnar pour SummerSlam? Ah ben ça, écoute, c'était à WWE d'avoir booké Lesnar contre Seth Rollins à SummerSlam. Moi, je prédis qu'à SummerSlam, ça va être encore un triple threat entre, cette fois-là, Roman Reigns et Seth Rollins et Brock Lesnar pour, dans le fond, faire l'espèce de pseudo-rematch de WrestleMania. Parce que c'est souvent ça aussi qui arrive dans les SummerSlam, c'est les rematchs de WrestleMania. C'est possible. Parce que c'est sûr que Roman Reigns, Roman Reigns, ils font ce qu'ils auraient dû faire avec Daniel, mais en mieux. Ils sont après comme le faire. Bon, c'est le entre guillemets héros qui a des épreuves à parcourir, à surpasser. Et mais à un moment donné, c'est sûr que Roman Reigns il va vouloir, il va vouloir se prouver autant à Brock Lesnar qu'à Seth Rollins, qui lui aussi peut avoir sa part du gâteau. Fait que quoi de mieux que SummerSlam pour faire ça? Ce que tu dis est possible. C'est pas fou. Moi, personnellement, je pense pas que c'est ce qui va arriver. Non. Je suis sceptique à savoir vraiment qui va gagner. Ça, j'ai de la difficulté à vraiment faire, OK, lui va gagner. Parce que, comme je dis, si tu fais perdre Lesnar, tu fais quoi après à SummerSlam? Donc, je viens de te le dire. Ouais, non, mais c'est ça. Mais, comme je dis, ça peut être ta possibilité. Mais en dehors de ça, qu'est-ce que tu pourrais faire avec Lesnar? Pas grand-chose. Non. Si tu fais gagner Lesnar, mais par disqualification, ça revient au même que ce qui est arrivé il y a 2 mois. Fait que c'est pas plus crédible. C'est ça. Excusez-moi. Moi, c'est juste que je sais pas qui va gagner. Mais, moi, pour ce qui est de SummerSlam ensuite, je pense pas qu'il va y avoir un rematch contre Lesnar. Puis je pense pas qu'il va y avoir un rematch contre la Roman Reigns non plus. Moi, à mon humble avis, à SummerSlam, il va être temps pour Seth Rollins de couper la dernière corde qui va rester. Il va avoir probablement battu Lesnar. Donc, il va être temps pour lui, après ça, de couper la dernière corde. Et Triple H, jusqu'à maintenant, est très bon pour lui faire affronter, genre, tout le temps, le pire, du pire, du pire. Et là, Seth Rollins, en battant Lesnar, ça va donner un coup à l'ego à Triple H, personnage parlant. Oui. Parce que c'est quelque chose que Triple H n'a pas réussi à faire. Moi, oui. Récemment, non.
Je pense que c'est il y a 2 ou 3 ans, au même événement, SummerSlam, c'était le main event, c'était Triple H contre Brock Lesnar, un autre main event qui était pourri. Malheureusement, faut que je le dise, c'était pourri à l'os comme main event. Et Brock Lesnar avait gagné. Lesnar avait gagné en plus. En plus d'avoir fait un match de merde, Lesnar avait gagné. C'est ça. Dans ce temps-là, il était pas autant axé ses souplexes, mais bon, quand même. Par la suite, il y avait eu un rematch à WrestleMania, que ça, Triple H avait gagné, mais de peine et de misère. Il avait eu besoin de Shawn Michaels, il avait eu besoin de 8000 affaires pour être capable de gagner contre Lesnar. Pour ensuite avoir un autre rematch, le pay-per-view suivant, dans une cage où cette fois-là, Triple H s'est fait démolir. Mais littéralement démolir. Et même en se faisant utiliser contre lui sa propre arme, à savoir le sledgehammer. Donc, c'est quand même quelque chose que Triple H, oui, il a fait à WrestleMania, mais il y a eu beaucoup de difficultés. Et donc, Seth Rollins va avoir réussi du premier coup. Ça va donner un coup à l'ego à Triple H. Et moi, je pense qu'à SummerSlam, ça va être le, entre guillemets, dernier test à Seth Rollins. Seth Rollins contre Triple H. Mais encore là, qu'est-ce que tu fais avec Lesnar, ça va ta question. Exactement. C'est ta prédiction. Si c'est ça ma prédiction, qu'est-ce qu'on fait avec Lesnar? Soit qu'on l'utilise pas, puis qu'il disparaît tout de suite après. C'est qu'il est fort possible. C'est ça. Je veux dire, il va être humilié, là. Il va avoir perdu contre Seth Rollins. Contre Justin Bieber. Ouais, contre Justin Bieber. Donc, soit ça, soit que tu lui trouves un autre adversaire. À ce moment-là, on pourrait rendre quelque chose de crédible en disant Lesnar va vouloir aller se battre contre celui qui est le plus proche du titre, contre Sheamus, exemple. Ce qui donnerait un très bon match. Sheamus contre Lesnar, ça serait du solide de chez solide. J'aimerais juste voir ça pour savoir à quel point les gars vont réagir à l'un à l'autre. Pas parce que je sais que ça va donner un bon match de lutte. Juste pour voir comment que les gars vont travailler l'un et l'autre ensemble. Ah, ça va être du brawling pur et net et faire bobo comme ça n'a pas d'allure. Non, c'est clair. Parce que Sheamus, lui, genre, présentement, c'est clairement celui qui est capable le plus de manger une volée pour de vrai. Il se fait accrocher puis il s'en fout, là. Je veux dire, il sent rien, ce gars-là. C'est un Irish, anyway. C'est l'homme bionique. Exact. Puis ben, Lesnar, lui, c'est un ancien UFC. Lui, tout a pas peur de manger une volée. Fait qu'à ce moment-là, ça va pouvoir être très solide entre les deux. Ça va donner quelque chose de semblable, sans être aussi bon, mais quand même quelque chose de semblable à quand Sheamus avait une rivalité avec Cesaro. Mm-hmm. Donc, moi, c'est pas mal, probablement ce qui se décide. Comme je dis, je pense quand même que Seth Rollins va garder sa ceinture. Mais toi, tu penses que Brock Lesnar va gagner le combat, pareil? Non, je pense que Seth Rollins va gagner. Okay. Parce que peu importe la manière que Lesnar gagne, il y aura pas, même si c'est par DQ, comme je dis, d'un, si c'est par DQ, c'est poche parce que c'est ce qui est arrivé il y a 2 mois, fait que c'est un repeat, fait que c'est très mauvais. Oui. De un, puis de deux, ça veut dire qu'on va avoir un rematch à SummerSlam. Puis rendu là, j'aime mieux ton idée à toi. Si on a à voir ça, j'aimerais mieux le triple threat que toi tu penses. Ça serait plus agréable. Mais encore là, ça veut dire qu'il faudrait que Roman ait fini sa rivalité avec Bray Wyatt. Ce qu'on pense pas en réalité selon ce qu'on a dit juste avant. Non, c'est ça. Donc c'est ça, c'est pour ça que moi je pense que Brock Lesnar va falloir qu'il aille ailleurs, soit comme je dis, qu'il va redisparaître après, humilié de sa défaite, puis qu'il va revenir plus tard, genre à Survivor Series, pour avoir un match contre Seth Rollins ou quelque chose comme ça. Mais je sais pas. On va voir. Mais c'est ça. Moi, mon impression, c'est ça. C'est que Seth Rollins va gagner. Il va lui rester un test. Triple H à SummerSlam. Alright! Bon, ben, écoutons, c'est une belle... c'est sûr, c'est belles paroles, excusez-moi pour le bafouillage, le petit bafouillage. Qu'on va conclure ce podcast, c'est qu'on a couvert 3 événements en presque 2 heures. Si vous regardez votre timeline, c'est... On approche 2 heures, mais pas totalement, c'est quand même cool. J'espère que ça vous a plu. Sur ça, Richard, comment peut-on te contacter?
Je vous rappelle que la meilleure manière de me contacter est par le compte Facebook de Entre 4 coins du ring, c'est-à-dire le Entre 4, le chiffre 4, coin avec un S. Si vous ne me rejoignez pas, soit par cette boîte privée ou par la page en tant que telle, vous pouvez me rejoindre plus personnellement et en privé sur mes comptes personnels, c'est-à-dire Richard, Adam, espace gagné, ou ma page de mon lutteur, Demon Drake. Et toi, Monsieur Espantoso? On peut me rejoindre sur antithèse@gmail.com ou yahoo.ca pour quelque chose de personnel. On peut me suivre sur Twitter. Puis c'est moi qui ai le compte Twitter de Entre 4 coins du ring. De la même manière que le Facebook, c'est que dire entre le chiffre 4 et coin au pluriel. Également, on peut envoyer des questions plus générales si vous le désirez, sur le courriel de Entre les 4 coins du ring. Encore une fois, de la même façon, entre le chiffre 4 et coin au pluriel, @gmail.com. Vous pouvez également, ou plutôt je devrais dire, je vous invite à vous inscrire sur la chaîne de YouTube de Entre 4 coins du ring pour vous tenir à l'affût de nos prochaines activités. Et comme j'ai dit, maintenant que je suis de retour, plus jamais tu vas être l'animateur, Richard. Plus jamais. C'est reparti pour une nouvelle saison. C'est ça, la première saison n'a même pas terminé. Mais quoi qu'il en soit, on vous invite la semaine prochaine quand même à joindre à nous, que ce soit mercredi, soit jeudi, pour le retour sur l'événement de Battleground. Alors, sur ce, en mon nom, au nom de Richard Adam Gagné et moi-même, Pierre-Luc Espanto, je vous dis merci de nous avoir écoutés et on se voit à la prochaine. Au revoir.